Donc, bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième web rencontre de la DCF. Comme vous avez pu le voir, la DCF vous propose depuis la semaine dernière des web rencontres, à la fois pour gérer la crise que vous vivez sur vos territoires depuis quelques semaines déjà, et puis évidemment pour préparer la reprise. Puisque, comme vous allez le voir aujourd'hui, nous avons besoin de co-construire ensemble les solutions que vont pouvoir imaginer les intercommunalités sur la suite du déconfinement, donc après le 11 mai. Nous savons que vous avez déjà mis en place de nombreuses solutions sur ces dernières semaines et il est utile, vous allez voir pourquoi, que nous parlions ensemble de ce que vous pourrez mettre en place par la suite. Tout d'abord, quelques règles sur l'outil et sur votre participation aujourd'hui. Vous avez remarqué que nous utilisons la solution Zoom. Nous savons bien sûr qu'il y a eu quelques failles de sécurité sur ces dernières semaines. Sachez que cette solution a mis en place de nombreuses barrières depuis lors pour protéger l'accès à ces webinaires comme le format que nous avons aujourd'hui. C'est pour ça aujourd'hui que vous vous êtes inscrits obligatoirement, que les codes étaient entrés dans vos liens, etc. Donc, pas de petits plaisantins ne devraient s'inviter à nos conversations. Quelques règles sur les échanges et les questions. Pour ceux qui nous connaissent en présentiel, vous savez que les rencontres de la DCF, c'est bien sûr vous apporter de l'information, mais c'est aussi et beaucoup de faire remonter des expériences de terrain et de pouvoir discuter avec vous de ce qui sera ensuite remonté donc aux instances de la DCF, puis au gouvernement. En ces périodes où on discute beaucoup sur les problématiques de déconfinement, elles sont d'autant plus pertinentes et on a besoin de vous entendre. Pour ça, vous avez 3 options au bas de votre écran. La première, c'est converser. Il s'agit du chat, vous le connaissez tous, c'est pas forcément évident à modérer. Et en plus, sur cette option, on ne vous enregistre pas. Donc, je vous propose de vous le laisser ouvert, comme ça vous pouvez répondre à certaines préoccupations de personnes qui auraient pu publier dedans, mais ce ne sera pas le biais privilégié des intervenants pour discuter avec vous. Ensuite, vous avez levé la main. Comme en présentiel, comme dans une rencontre où on pourrait se voir et se serrer la main, on aura des moments évidemment pour échanger et pour que vous puissiez poser des questions, mais aussi faire part de vos retours d'expérience. À ce moment-là, n'hésitez pas à lever la main. Moi, je vous vois en train de lever la main et je vous ouvre le micro pour que vous puissiez poser une question, discuter avec les intervenants librement. Enfin, et j'attire votre attention là-dessus, les questions-réponses. Ce sera là le biais privilégié pour répondre à vos questions, pour les intervenants de répondre à vos questions, sachant qu'elles sont enregistrées. Nous pourrons donc répondre aux questions plus tard si besoin et que vous pouvez voter pour une question. Plutôt que de répéter une question qui a déjà été posée, votez pour une question, elle arrivera en haut et vous aurez plus de chances qu'on y réponde. Enfin, vous verrez apparaître quelques petits sondages devant vos yeux. N'hésitez pas à y répondre assez rapidement et comme ça, on a les réponses très vite sur ce que pense la salle. C'est une façon de prendre la température qui est très pratique pour nous alors que vous êtes déjà 230. Voilà, une dernière précision, cette web rencontre est enregistrée, elle sera disponible en replay dès demain sur le site de la DCF. Vous pourrez également télécharger les supports qui seront présentés dans quelques minutes. Je vous propose déjà de vous présenter mes participants. Donc, voici les intervenants. Si vous voulez bien, messieurs, ouvrir vos caméras. Et comme ça, on va faire un petit point sur le déroulé de cette matinée. Donc, on aura tout d'abord un petit point d'introduction qui sera réalisé par Loïc Corré, qui est le président délégué de l'Assemblée des communautés de France, ainsi que le président de Lamballe-Terre-et-Mer et le maire de Lamballe. Merci Loïc de vous être rejoint à nous. Ensuite, on enchaînera avec des éléments de cadrage sur les problématiques de déconfinement par Nicolas Portier, donc délégué général de l'Assemblée des communautés de France. Bonjour Nicolas. Et enfin, plutôt vers 11h, mais bien sûr Régis Petit aura l'occasion d'intervenir aussi à d'autres moments, nous ferons un dernier point sur un retour d'expérience de territoire avec donc Régis Petit, DGS de l'agglo Seine-Eure dans l'Eure. Qui pourra nous indiquer comment ça se passe sur son territoire et notamment sur l'organisation interne des services. Sur ce, Monsieur Corré, je vais vous laisser la parole et puis nous allons commencer par l'introduction. Bonjour à tous. Ok, merci. Merci Cécile, bonjour à tout le monde. Je sais qu'on est nombreux ce matin.
Et donc, on a envie de continuer à discuter de ce qui va se passer dans les temps qui viennent et puis de trouver surtout des solutions, d'imaginer ensemble des solutions par rapport à tout ce qui va se passer. Alors, rapidement sur, premièrement, les intercos dans le confinement tel qu'il a été, on a eu beaucoup de questions sur les compétences de l'intercommunalité, effectivement, puisque on voit bien que sur un certain nombre de choses, que ce soit les ordures ménagères, que ce soit l'organisation des CIAS, que ce soit l'organisation générale des territoires, les intercos ont été en première ligne dans cette affaire, même si évidemment les mairies l'ont été également, puisque moi je suis maire et président d'interco, je vois bien ce que ça donne. Donc on a été effectivement très présents. Deuxièmement, on voit bien aussi comment les plans de continuité de l'activité, les PCA, ont été au cœur de nos réflexions, à la fois pour réaliser ce qu'on avait à faire, à la fois pour protéger les agents et protéger les élus, parce qu'on sait bien qu'il fallait des garanties sur tout ce qui se passait. On voit bien qu'aujourd'hui, les PCA sont en train petit à petit de se transformer en PRA, c'est-à-dire plan de reprise de l'activité, parce que justement, depuis l'annonce de la date du 11 mai, on voit bien qu'il y a une transformation petit à petit et qu'un certain nombre d'activités soit reprennent, soit s'organisent pour reprendre. Et effectivement, les questions sont très, très nombreuses sur le sujet. Alors, comment il s'appelle? Jean-Luc Rigaud, qui est notre président, a eu récemment une rencontre avec le président de la République, d'ailleurs, avec l'ensemble des associations, les maires et les intercos, ainsi que les départements et les régions, de manière à programmer ou à imaginer la suite. Et on voit bien que nous, ce qu'on a demandé, c'est qu'effectivement, il y ait la possibilité de travailler sur comment je dirais ça, des territoires, des plans de continuité ou de reprise d'activité territorialisés pour faire en sorte qu'il y ait le plus de souplesse possible par rapport à ce qui va se passer. Et on sait bien que le Grand Est et l'Ouest ne sont pas logés à la même enseigne, par exemple. Donc on voit bien comment il faudra trouver des solutions adaptées et sans doute un peu différentes les unes des autres. Mais il faut pour ça une doctrine nationale. Alors normalement, vous avez entendu ça aussi hier et ce matin, beaucoup de choses là-dessus. Il y a normalement une réunion, une rencontre d'Assemblée nationale mardi qui doit déterminer des choses. Il doit y avoir un vote sur la question d'ailleurs. Donc sur ce plan général, où il serait évoqué l'ensemble des questions liées à tout ce que nous avons comme sujet. On voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se focalisent sur les écoles, parce que c'est un sujet extrêmement prégnant pour les collectivités, mais l'école, c'est une partie du temps. Le reste du temps, c'est le transport, l'accueil périscolaire, les restaurations du midi, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de temps qui sont autour des collectivités. Et en plus de ça, on voit bien que ce n'est pas que l'école, c'est aussi tout ce qui est autour, c'est-à-dire l'accueil dans les collectivités, l'accueil dans les mairies, dans les intercos, tout ce qui tourne autour des abonnés, de l'eau, de l'assainissement, des ordures ménagères, de la manière dont on réouvre les déchetteries, et ça fait des sujets extrêmement importants aujourd'hui. Donc tout ça, le transport, qui avait beaucoup baissé les temps derniers parce qu'il y avait beaucoup moins de personnes à transporter, mais on voit bien à quel point ça va repartir et à quel point il y aura aussi la crainte du point de vue des personnes de se retrouver dans les transports. Donc, sans doute, explosion soit du vélo, soit dans les milieux urbains, notamment vélo, avec sans doute l'organisation différente de transport vélo, mais aussi dans les collectivités comme les miennes, c'est-à-dire plus disons, moins urbaine et un peu plus rurale, où là, on va avoir le retour à la voiture, en plus avec un prix de l'essence qui, pour l'instant, est extrêmement faible. Donc, on voit bien à quel point il peut y avoir une explosion individuelle de solutions ou de recherche de solutions de transport liées à l'angoisse et à la peur des suites du coronavirus. On voit bien aussi que pour les écoles, par exemple, il y aura pas mal de problèmes qui se poseront autour de ce que veut dire effectivement cette angoisse et la reprise de l'activité de manière générale, avec cet accompagnement sans doute qu'il faudra mener dans les collectivités pour faire en sorte que les gens retournent au travail dans de bonnes conditions
et aussi ne se sentent pas, je dirais, angoissés par la suite des opérations, parce qu'on voit bien à quel point ça pourrait peser sur la reprise, pas qu'économique, mais la reprise sociale de l'activité du pays. On a beaucoup de sujets autour du social également, sur justement le déconfinement en quelque sorte du social, c'est-à-dire comment on va faire en sorte que les personnes qui ont beaucoup travaillé pendant ces périodes-là se retrouvent un peu en perte à un moment donné, se retrouvent un peu sans repère, se retrouvent fatigués. Donc, soit les aidants, soit nos agents qui ont travaillé directement dans les CIAS, il va falloir qu'on trouve des solutions justement pour les accompagner dans de bonnes conditions. C'est aussi une question importante. Tout ce qui est autour des ressources humaines, et comme je sais qu'il y a beaucoup de directeurs généraux de services et de directeurs ou de directrices dans le public, on voit bien à quel point la ressource humaine est un point extrêmement important sur lequel d'ailleurs il est prévu, je crois, de faire un webinaire particulier. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Mais ce sont des sujets sur lesquels nous avons à nous interroger. Donc vous voyez, tout ce qui tourne en plus autour d'un autre sujet extrêmement important, ça va être la coordination générale État-collectivité, par exemple pour l'achat des masques. Y aura-t-il besoin de masques pour tout le monde ou pas? Mais de toute façon, on voit bien que les collectivités aujourd'hui ont pris les devants et se sont organisées. Mais c'est à la fois les masques chirurgicaux, les masques grand public. On voit bien qu'il y a un besoin de logistique générale autour de ça, qui correspondrait aussi à la capacité des collectivités, notamment des intercos, puisque c'est la DCF aujourd'hui, à rassurer et à sécuriser la population dont nous avons effectivement la charge, de manière à ce qu'on retrouve derrière une manière de travailler, une manière de reprendre les activités de manière, je dirais, plutôt sereine. Alors ça va se faire dans la durée. On voit aussi à quel point cette durée peut peser sur notre organisation parce que des gens vont attendre, d'autres vont recommencer, d'autres vont ne pas être volontaires directement pour se lancer dans de nouvelles opérations. Donc, on a intérêt à faire attention à tout ça. Et ça veut dire qu'il y a toute cette organisation-là qui est à trouver en dehors de ce qui a déjà été fait, notamment pour le soutien de l'activité économique, puisque vous le savez, un des gros problèmes sera celui-là. Et puis, on aura sans doute aussi puisque vous représentez aussi les collectivités et vous savez comment ça fonctionne à l'intérieur, on aura besoin de regarder ce que veut dire les conséquences financières pour les collectivités de tout ça, parce que aussi bien cette année, bon, il y aura sans doute de choses qui pourront se faire par rapport à ce qu'on était capable d'entretenir dans nos collectivités, mais l'année 2021 risque d'être extrêmement difficile et il faut déjà la préparer pour ne pas se retrouver dans des conditions délicates en 2021 pour activer tous nos dossiers de financement de nos compétences. Donc voilà, rapidement, je crois en 7-8 minutes, ce que je pouvais exprimer comme enjeu extrêmement considérable que nous avons à faire. Je pense qu'effectivement, le confinement a été dur à organiser, mais le déconfinement va être aussi extrêmement complexe et je dirais fin à organiser. Il faudra travailler là aussi au plus près des réalités territoriales, en lien avec les régions, ça se fait déjà dans beaucoup d'endroits, de manière à ce qu'on puisse avoir des coordinations et qu'il n'y ait pas la course à l'échalote d'un secteur à l'autre par rapport à ce qu'on fait plus ou ce qu'on fait moins dans tel ou tel endroit, de manière aussi à ce qu'il y ait harmonisation le plus possible de ce qui peut se faire entre les territoires pour éviter justement une concurrence qui serait sans doute mortifère dans la durée. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en préambule. Beaucoup plus de questions d'ailleurs, je m'en rends compte, que de solutions, mais pour l'instant, je crois qu'on va donner la parole à qui on donne la parole À Nicolas. À Nicolas, voilà, c'est ça, à Nicolas Nicolas Portier, de manière à ce qu'effectivement on puisse aller plus près dans le détail des opérations qui sont à mener. Voilà, merci Cécile. Tout à fait, merci Loïc. Alors vous l'avez compris, effectivement, il y a beaucoup de questions, aussi beaucoup de rendez-vous en ce moment qui demandent de poser ces questions. Donc on a besoin de se les poser collectivement. Pour cadrer un petit peu tout ça, Nicolas Portier, je te laisse reprendre la main et puis nous donner quelques éléments de cadrage. Merci. Merci Cécile. Par rapport à ce qu'a dit Loïc, où en sommes-nous? Bien sûr, ce webinaire n'a pas toutes les réponses puisque nous attendons que se précisent un certain nombre d'éléments de doctrine dans la semaine.
Nous voulions quand même anticiper, à la demande d'ailleurs de notre conseil d'administration. Notre président Jean-Luc Rigaud, comme l'a dit Loïc, a demandé en effet à ce qu'il y ait une approche différenciée, graduée et coordonnée au plan territorial. Un certain nombre d'associations, de collectivités ont été sur la même ligne, bien évidemment. Donc, les enjeux aujourd'hui, c'est de disposer, bien sûr, de consignes qui soient homogènes, au niveau, notamment sur le plan sanitaire, mais ensuite qu'il y ait quand même, dans la réouverture et la reprise d'activité, un pilotage local, transversal, bien coordonné, puisque maintenant, tout se tient. Beaucoup disent en effet à juste titre que le déconfinement est presque plus compliqué à organiser que le confinement à bien des égards. Donc la reprise d'activité va se faire progressivement à des rythmes qui seront peut-être différents selon les territoires. Et c'est pour ça que nous avons appelé notre conseil d'administration la semaine dernière, en effet, à des plans, même sommaires, mais des plans territoriaux de déconfinement, de manière à ce que les différents services de l'État, les différents intervenants ne soient pas simplement chacun dans leur propre problématique, mais tiennent compte des interdépendances. Et on sait bien le sujet, par exemple, entre le sujet des établissements éducatifs, on parle beaucoup de l'école, mais il y a aussi les collèges, les lycées, et les questions des transports, de manière à avoir une vision assez transversale. Alors cette semaine, nous avons plusieurs rendez-vous. En ce moment même, Loïc évoquait les incidences budgétaires. En ce moment même, il y a une audioconférence avec Gérald Darmanin sur les incidences budgétaires, les prises en charge des dépenses exceptionnelles, le mode de traitement. Une audioconférence avec le Premier ministre mercredi. D'ici demain, nous allons faire remonter un peu déjà les enseignements de notre rencontre de ce matin, puisque nous aurons des échanges aussi cet après-midi avec les cabinets ministériels. Nous avons déjà transmis un certain nombre d'éléments sur les questions de transport, sur les questions d'éducation nationale, bien sûr, sur un certain nombre de sujets. Les échanges ont été quasiment quotidiens avec soit les ministres, soit leur cabinet dans les derniers jours, et ça va continuer jusqu'au 11 mai. Donc il faut travailler de manière un peu itérative entre questionnement, début de solution, et c'est un peu le but de ce webinaire. Alors notre sujet principal, c'est bien sûr d'essayer de bien organiser les choses. Nous avons un enjeu de coordination des autorités administratives, des différents pouvoirs réglementaires, des enjeux de bien préciser dans la mise en œuvre du déconfinement qu'est-ce qui relève de chacun. Il y a eu des craintes sur les risques de transfert de responsabilités ou de confusion des responsabilités. Nous aurons peut-être des témoignages à cet égard, notamment dans les reprises, par exemple, d'activités dans les déchetteries. Qui pilote le rythme de la reprise? Quelles sont les recommandations, voire les demandes pour reprendre un certain nombre d'activités? Les questions, bien sûr, d'école dont nous allons parler, même s'il ne faudrait pas que ce webinaire ne porte que sur ce sujet. Mais en tout cas, ce sujet est bien sûr central. Alors maintenant, nous bénéficions des recommandations fortes et assez précises du conseil scientifique Covid-19 qui nous apporte quand même beaucoup d'éléments d'information, vraisemblablement pris en compte par le gouvernement. Donc on aura un certain nombre d'éléments précis à débattre. Il nous est apparu très important, et Jean-Luc Rigaud l'a dit au Premier ministre et au Président de la République, de bien s'appuyer sur ce qui fonctionne bien dans l'intercommunalité, notamment, c'est les conférences de maires, qui permettent une coordination par bassin de vie extrêmement précieuse pour articuler également les compétences, les actions à la fois des communes et des intercommunalités dont tout le monde a conscience de l'importance stratégique dans cette période, notamment pour réassurer les populations, pour être au contact au plus près du terrain. Ces plans de confinement territorialisés vont en effet s'appuyer sur les services publics, sur leur reprise d'activité, et Loïc l'a dit, ce passage un peu des plans de continuité d'activité aux plans de reprise, qui vont permettre et qui doivent essayer de permettre de resynchroniser un peu la vie dans nos territoires, resynchroniser les rythmes sociaux avec toutes les interdépendances que j'évoquais il y a un instant. Les questions de transport, les questions de l'emploi, les questions des solutions de garde des enfants, les réouvertures de services publics, les commerces. C'est petit à petit une sortie un peu de la situation d'arrêt qui va se jouer au cours du mois de mai, du mois de juin, avec des échéances qui seront différentes selon les sujets, en fonction de la complexité des situations sanitaires, des niveaux de risque. Nous avons un premier sujet qui fait l'objet déjà dans la presse ce matin, la presse locale, de beaucoup d'attention, c'est les modes de distribution des masques.
Il y a eu beaucoup de confusion, il faut le reconnaître, il y a 2-3 semaines, dans les achats, dans les commandes, encore aujourd'hui dans les modes de distribution, comment éviter la ruée sur les pharmacies et comment essayer de passer des messages clairs sur la disponibilité au jour J des masques avec les différentes consignes d'utilisation et de répartition entre les masques très techniques, très protecteurs, mais qui sont réservés à certains usages, les masques plus protecteurs, mais moins que les FFP2 ou FFP3, que sont les masques chirurgicaux, et ensuite les masques avec plusieurs formes d'homologation, les masques en tissu, les masques grand public. Donc nous poserons quelques questions sur ce point. Par ailleurs, donc on peut avancer sur la planche suivante. Nous avons, si on peut passer le slide suivant, nous avons donc lancé déjà, vous pouvez répondre des questions sur les préoccupations premières des élus. Donc, on va poser un certain nombre de questions pour savoir. Donc, nous invitons à voir un peu vos préoccupations majeures dans cette phase de déconfinement. Donc, vous pouvez répondre, cocher plusieurs cases. Tout à fait. De manière à ce que nous ressentions un peu vos préoccupations principales et ce qui vous semble surtout le plus compliqué à organiser dans les territoires. Nicolas, si tu le souhaites, tu peux continuer et puis on Oui, alors verra les réponses après. Tout à fait. Alors, en termes de méthode, nous avons bien sûr le sujet absolument central, puisque c'est vraiment ce qui a fait l'objet de d'une grande part des échanges, tant avec le Premier ministre il y a une quinzaine de jours qu'avec le Président de la République la semaine dernière, un certain nombre de ministres, c'est le sujet très sensible des rentrées scolaires. On voit bien que c'est un sujet sensible dans tous les pays qui ont amorcé le déconfinement. En Europe, plusieurs pays renvoient à la rentrée de septembre. Les pays, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, mais aussi la Belgique, aussi le Royaume-Uni. D'autres pays ont déjà commencé, comme le Danemark, mais moins touché par le Covid, à organiser des rentrées scolaires. L'Allemagne, après de longs débats au niveau des Länder et au niveau fédéral, va s'engager également dans des rentrées scolaires. Quelle que soit la solution ou la décision finale des pouvoirs publics, on voit bien que le président de la République a déjà énoncé un principe de volontariat. Dans la doctrine, on voit bien qu'il n'est pas question de faire rentrer tout le monde en même temps, c'est de travailler par petits groupes. Le conseil scientifique souhaite en effet que ces petits groupes soient d'abord insistent sur la notion de volontariat, notamment des parents, que ces groupes soient en effet de petits formats, qu'ils se croisent le moins possible, que les groupes classes donc soient le plus à distance possible, qu'à l'intérieur on respecte des mesures d'hygiène assez strictes et des mesures de distance. Donc il y a une question de savoir, sur la base du volontariat, de la doctrine qui sera officialisée devant le Parlement demain et mercredi, de savoir quels seront à court terme, avec des rythmes de reprise qui pourront être différents peut-être d'un territoire à l'autre. On sait que ça sera ensuite cette reprise différente selon l'enseignement primaire et ensuite l'enseignement secondaire, mais même territoire par territoire se posera la question en effet des rythmes de réouverture. En tout état de cause, nous pouvons savoir déjà que ça sera très progressif, par petits groupes, avec des sujets logistiques multiples qui sont liés à cette reprise. On l'a vu déjà, les questions bien sûr de transport, le transport scolaire, mais les déplacements, parce que le transport scolaire, ça n'emporte pas l'ensemble des déplacements domicile-école, bien, on le sait bien. Donc, c'est aussi les flux de déplacement, les flux de dépose. Donc, il est déjà préconisé de désynchroniser un petit peu les heures d'arrivée, les temps de repas, les temps périscolaires. Donc, beaucoup de questions, bien sûr, sont déjà remontées, ont déjà été débattues avec les pouvoirs publics, sans que nous ayons encore la doctrine précise du gouvernement, mais nous avons les recommandations du Conseil scientifique. C'est poser la question, et c'était le sens d'une intervention de Jean-Luc Rigaud et d'un certain nombre d'élus devant le Premier ministre il y a 15 jours, c'était de savoir s'il y aurait des publics à accueillir en priorité. On a beaucoup parlé des décrocheurs, mais il y a aussi les enfants des agents des services publics essentiels. Il y a aussi des enjeux sociaux. On le voit dans beaucoup de territoires. Qui pouvaient en effet bénéficier de la cantine. Et aujourd'hui, on a ici ou là repéré des problèmes alimentaires dans un certain nombre de familles. Donc il peut y avoir en effet des débats sur la question des publics à accueillir en priorité. Les gestes barrières, les temps de récréation, je l'ai dit aussi les temps de repas, tous les flux dans les établissements.
avec l'idée d'organiser les établissements de manière à ce que les enfants, les groupes ne se croisent pas. Et puis des sujets d'organisation qui ont été peu soulignés au début, mais qui ont été rappelés la semaine dernière dans les échanges avec le ministère, c'est bien évidemment c'est la gestion des fratries, parce que si, en effet, selon les principes de rotation qui sont retenus, eh bien, les différents enfants d'une même famille ne sont pas dans les mêmes semaines ou les mêmes jours, ça va poser des problèmes d'organisation pour les familles. Sur les questions des transports scolaires, on les retrouvera sur l'ensemble des problèmes de transport, c'est bien sûr les réassurances, la crainte de mettre ses enfants dans des transports collectifs. Donc là aussi, des enjeux de gestes barrières. Le conseil scientifique invite à renforcer l'offre, mais là, évidemment, ça va poser des questions aux autorités organisatrices, de savoir si on fait justement des rentrées à des heures décalées dans les établissements, comment on organise évidemment la logistique des mobilités et des transports. Il y aura les questions de consignes sanitaires dans les transports, la volonté de maintenir le masque, mais évidemment pour les plus petits, c'est toujours compliqué. Donc nous avons des sujets sur les déplacements qui sont compliqués. Alors pour les plus jeunes, mais aussi les déplacements des plus grands, savoir comment en effet ils rejoindront éventuellement leur établissement. Et puis tous les sujets, on le verra sur les activités périscolaires. Autre sujet à traiter, pour que notre matinée ne soit pas que sur les questions scolaires, c'est la reprise des activités économiques. D'ores et déjà, des échanges ont lieu chaque semaine. Il y en aura un demain avec les ministres Bruno Le Maire et Madame Pénicaud sur la reprise des chantiers. Vous savez qu'à 90%, le bâtiment, les travaux publics étaient en arrêt complet il y a encore 3 semaines, 15 jours. Ici ou là, les chantiers commencent à reprendre à un rythme lent. C'est un enjeu essentiel pour les collectivités du bloc communal qui sont les prescriptrices les plus importantes des marchés publics dans ces domaines. Donc un sujet, c'est le rythme de la reprise. Les échanges avec les fédérations professionnelles se sont traduits par des guides techniques, par l'interruption, enfin la demande d'interruption des polémiques qui ont eu lieu, qui mettaient sur le dos des seules collectivités et des maîtres d'ouvrage la responsabilité des arrêts de chantier. Alors qu'on sait très bien que ces responsabilités d'abord relevaient de consignes nationales, mais aussi des employeurs eux-mêmes. Et donc, en effet, pour que les chantiers reprennent, il faut avoir que chacun assume ses responsabilités entre l'employeur, le maître d'ouvrage, l'aménageur, qu'on ait aussi le respect des gestes barrières qui maintenant ont été définis dans un certain nombre de guides techniques, de recommandations. Alors, selon la complexité des chantiers, la reprise est différente, la possibilité de reprise. Sur certains chantiers, en effet, les distances sont assurées, c'est plutôt mécanisé. Sur d'autres, en effet, les équipes ont vocation à se croiser. Donc, nous avons une technicité, une complexité des chantiers qui doivent nous permettre de regarder les choses au cas par cas. En revanche, nous avons conscience qu'il faut, d'abord, il y a des chantiers d'urgence, mais il faut en effet reprendre dans les meilleurs délais, en respectant les consignes sanitaires, l'activité du BTP qui est essentielle dans l'économie, mais aussi dans l'entretien de nos territoires, dans l'entretien de nos réseaux, dans un certain nombre d'aménagements d'urgence qu'il va même falloir envisager pour la reprise d'activité. Et si les chantiers en retard s'accumulent, ce sera même ensuite la relance économique demain qui risquera d'être totalement paralysée par l'ensemble des retards qui auront été pris sur l'ensemble des chantiers. Autre sujet sensible, c'est la reprise progressive des commerces, les réouvertures en dehors des commerces alimentaires. Quels sont les commerces prioritaires? Quelles sont les tailles de magasins de commerce qui seront, les dimensions, les superficies qui seront autorisées? Comment peut-on commercer éventuellement à ciel ouvert? Ça a été le sujet bien sûr des marchés à l'air libre. Certains magasins essayent de faire un certain nombre d'activités ici ou là sur les trottoirs, les devantures. Donc en effet, la réorganisation des commerces, les priorités, le rythme, c'est un sujet essentiel. Avec les questions sur l'occupation du domaine public, la gestion des flux et des risques d'afflux vers certains commerces. On peut penser par exemple en ce moment vers les pharmacies. Comment on régule, comment on gère en effet cette reprise d'activité. Et comme l'a dit Loïc, l'autosolisme, le risque d'avoir un effet, une priorité accordée à la voiture individuelle, c'est bien sûr la gestion des stationnements. Quels que soient les modes de déplacement d'ailleurs, nous aurons certainement des sujets de régulation des sujets stationnement, livraison dans les territoires. Autre sujet pour la reprise d'activité, les zones d'activité économique dont les intercommunalités ont maintenant l'intégralité de la responsabilité.
comment va s'organiser le travail dans les entreprises, notamment dans les zones d'activité, pas exclusivement, dans les grands sites d'emploi, les grandes entreprises, qu'elles soient dans les secteurs industriels, agroalimentaires ou qu'elles soient dans les domaines plus tertiaires, les gros employeurs, quelles sont les consignes qu'ils vont passer, qu'ils sont déjà en train de passer dans les organisations, les gestes barrières, la réorganisation des lignes de production, les désynchronisations des arrivées au travail, les roulements, les rotations, un jour sur deux. Dans certaines entreprises, les rythmes les réorganisations, les reprises se sont faites en 3x8, 2x8. Dans les entreprises ou les administrations où le télétravail peut être maintenu, quelles en seront les incitations, voire les demandes de maintien du télétravail, de manière à non seulement éviter les concentrations de groupes dans les locaux, dans les usines, dans les entrepôts, essayer de maintenir des gestes barrières, des distances, organiser aussi les collectifs avec des cloisons séparatives. Quelles solutions de restauration sur les lieux de travail, parce que tout se tient. Comment on rejoint le lieu de travail, si justement il y a une crainte de reprendre les transports collectifs, on le verra. Donc tous ces sujets sont au cœur, bien sûr, des problématiques de reprise, avec l'idée de lisser, on le verra, les heures de pointe, d'arriver à réorganiser les territoires en termes de flux de circulation, mais aussi d'horaire, de manière à éviter les congestions, les regroupements, les contacts physiques. Et puis à moyen terme, c'est qu'est-ce qui va se passer, quelles seront les échéances, mais il faut y réfléchir dès maintenant pour la saison estivale, le tourisme, qu'il faut prendre aussi côté vacances, c'est que nos concitoyens vont avoir besoin de respiration, même de reconstruction, vont avoir besoin de vacances. Donc, quelle sera la saison? On parle déjà beaucoup de vacances uniquement en France, dans nos régions. Comment éviter, anticiper une demande de tourisme qui sera peut-être un peu différente, une demande de congé qui se manifestera par d'autres formes. Comment essayer de sauver un peu le chiffre d'affaires aussi d'un certain nombre d'entreprises, quelles seront les consignes de réouverture de la restauration, de l'hôtellerie. Voilà, on va passer sur les dernières planches. J'évoquais les mobilités, les stationnements, c'est un sujet dans les agglomérations, mais aussi dans beaucoup de communautés de communes, en lien bien sûr avec les communes, d'organisation des flux. Nous avons en effet beaucoup d'échanges avec le ministère des Transports. Alors à la fois sur les transports collectifs, dans les grandes agglomérations, où beaucoup plus de salariés en proportion empruntent les transports collectifs, savoir en effet quelles seront les consignes. On sait qu'à peu près maintenant, il est certain que le port du masque sera obligatoire, mais est-ce qu'il sera accompagné ou non de consignes de distance physique ? Sachant que dans un centre de métropole, il faut que ces consignes soient homogènes au niveau national, un certain nombre de territoires, d'agglomérations, maintenir les consignes de distance physique seront rassurantes, certainement, mais très difficiles à organiser. D'abord sur les flux de descente et les flux d'entrée dans les transports collectifs. La capacité d'emport ne sera pas la même, évidemment, selon les consignes de distance demandées. Dans certaines gares, ça sera très difficile à organiser. Les files d'attente risquent d'être considérables sur les arrêts de bus ou les quais de métro. Donc, il y a tout un débat pour savoir si on va assortir ou non cette question des sanitaires, du port du masque, également d'une consigne de distance. La consigne de distance serait de nature à rassurer, mais elle est, selon les transporteurs, les spécialistes, les autorités organisatrices, elles vont être souvent difficiles à respecter de manière extrêmement stricte. On le voit déjà avec les premières formes de reprise d'activité. Nous avons tendance à penser, ainsi que les autorités organisatrices de transport, que les intercommunalités représentent, mais aussi un certain nombre d'entreprises des transports publics, qu'il va y avoir d'importants reports modaux. Donc, ce que disait Loïc, tentation de la voiture individuelle, tentation de l'autosolisme, mais aussi développement d'un certain nombre de modes alternatifs. Donc, il faut être très attentif, en effet, sur les voiries, les risques de congestion aux heures de pointe ou sur certains axes privilégiés. Partout, on voit une réflexion parfois assez engagée pour essayer de faciliter le recours aux mobilités actives.
Alors bien sûr, il y a Grand Paris, dans un certain nombre de métropoles d'agglomération, mais nous avons aussi des agglomérations moyennes, voire des communautés de communes qui activent notamment leurs axes, leurs itinéraires cyclables pour faciliter l'usage du deux roues, les vélos à assistance électrique. Ici ou là, même les trottinettes électriques ou d'autres. Par ailleurs, éviter que ces risques de multiplication se traduisent par des conflits d'usage sur la voirie, l'empreinte des trottoirs et qu'on ait des conflits avec les piétons. Donc un sujet, c'est comment on réaménage en effet les déplacements pour réguler les conflits d'usage, les risques de congestion, les risques de regroupement dans les modes de circulation. Il y a un sujet, est-ce qu'on va avoir ou pas encore des motifs de déplacement privilégiés, lesquels, et comment on pourra essayer d'avoir une reprise progressive des flux avant de revenir à la normale, ce qui mettra beaucoup de temps. Donc il y a un travail pour recenser, repenser éventuellement dans certains endroits les sens de circulation, éviter les points noirs, réguler aussi les sujets logistiques. Avec la multiplication, en effet, des livraisons à domicile, on peut avoir des conflits d'usage quand reprendront des rythmes, des flux de déplacement plus importants. Nous avons aussi le sujet des camions de collecte des déchets. Nous avons un certain nombre aussi de services publics à assurer sur les voiries, les transports collectifs. Donc il y a en effet certainement une sorte d'aménagement à la fois spatial et temporel des territoires en matière de mobilité. Et puis la question des espaces de stationnement adaptés, en effet, si nous constatons ces reports modaux sur la voiture individuelle ou sur des deux roues, des vélos assistance électrique ou des scooters, des motos. Voilà, pour finir, le sujet qu'on traitera dans la deuxième partie du webinaire, notamment avec Régis Petit, c'est comment on organise la reprise des services publics locaux. Et là, je reviens sur l'interne des intercommunalités, des communes, c'est quel sera le maintien en télétravail d'une partie des services, en étant vigilant dans la durée, sur la nécessité quand même de maintenir la cohésion interservice, éviter les effets de coupure entre ceux qui sont sur les sites d'activité, dans les bureaux, ceux qui restent en télétravail. Donc il y a un petit souci, des points d'alerte qu'il faut quand même avoir. Mais en tout cas, des maintiens en télétravail, de rotation vont demeurer. Voir quels vont être les renforcements, le retour à la normale, ou en tout cas les renforcements progressifs de l'offre de transport pour ceux qui sont autorités organisatrices, en tout ou partie, ou par délégation des régions en matière de transport scolaire, l'adaptation, quelle offre de transport de transport à la demande, quel type d'horaire, est-ce qu'on renforce certains horaires, donc réaménager un peu l'offre de transport. Sont déjà en cours très largement dans les territoires les réouvertures de déchetteries. Comment on les organise pour éviter que ce soit l'afflux, comme nous avons pu le constater ici ou là, le même jour, dès la réouverture, avec des congestions, des temps d'attente, des bouchons devant les déchetteries. Donc organiser les rotations, réguler les flux, voir quels sont les types de déchets prioritaires. Reprise en cours un peu partout, même si dans beaucoup d'intercommunalités qui instruisent les autorisations d'urbanisme, l'instruction ne s'est jamais arrêtée. On voit qu'on est à peu près remonté à 75% d'intercommunalités qui continuent d'instruire l'essentiel des autorisations d'urbanisme. Donc nous avons un redémarrage d'activité, reprise des chantiers, des autorisations, je l'indiquais tout à l'heure. Donc comment se fait la cadence de reprise, de retour progressif à une activité normale. Et puis, le sujet que nous aurons, c'est les priorités de calendrier pour les établissements recevant du public. Les sièges, bien sûr, tous les équipements culturels et sportifs. Beaucoup de questions nous remontent, de propositions de la part de nos adhérents. Les maisons de service au public, voilà. Donc des attentes fortes. Nous n'avons pas encore les réponses nationales, mais il faut se préparer en effet à avoir peut-être une progressivité et vos propositions, vos analyses sur la différence entre les différents types d'équipements pour faire des propositions, vos analyses, votre ressenti sera important. Voilà. Et par ailleurs, ensuite, il y a les opérateurs ou les services des intercommunalités, les CCAS, CIAS, enfin les CIAS dans les intercommunalités, les offices de tourisme, comment eux aussi se remettent à travailler, à accueillir, même si certains n'ont jamais arrêté de travailler, soit en télétravail, soit directement en présentiel. Voilà pour les principaux axes de ce sujet. On reparlera certainement de la question des masques. Je laisse la parole à Cécile.
Très bien, merci Nicolas. Alors, comme je sais que Loïc Corré doit partir dans une quinzaine de minutes, je me méfie. Je vois peut-être une prise de parole avant que Loïc nous fasse un petit peu un topo sur ce qui se fait dans son territoire. Si vous le voulez bien, Monsieur Vincent Beck est en train de lever la main. Je vais peut-être prendre sa question ou sa remarque. Ah, monsieur a baissé la main. Donc, je vais laisser la parole à Loïc Corré pour qu'il puisse nous illustrer un petit peu tous les points qui ont été déroulés par Nicolas. On sait que, bien sûr, ça fait beaucoup. Je vous propose de vous montrer le résultat du sondage qu'on vous a passé tout à l'heure, c'est-à-dire parmi les défis du confinement, quels enjeux vous paraissent les plus complexes sur vos territoires. Nicolas en a listé beaucoup. Alors, le défi qui retient le maximum de votes, c'est la reprise d'activité dans les services publics locaux. Donc, bien sûr, les déchetteries, les ERP, les crèches, à 79% de nos participants. Ensuite arrive la réouverture des établissements scolaires et éducatifs, comme on pouvait s'y attendre, avec les sujets associés, donc que sont le transport, les activités périscolaires, la restauration. Et puis ensuite, à 32%, la réouverture des commerces, à 27%, la gestion des transports, à 21%, la reprise des chantiers BTP, mais aussi les conditions de retour au travail dans les entreprises. Donc, on voit effectivement que deux sujets apparaissent en priorité, qui sont la réouverture des établissements scolaires et la reprise d'activité dans les services publics. Loïc Corré, après un petit point qu'a pu nous faire Nicolas, est-ce qu'on peut avoir quelques pistes de réflexion que vous avez pu mettre en place sur le territoire de Lamballe-Terre-et-Mer, de votre côté, dans les Côtes-d'Armor? Oui, juste un point par rapport à ce que vient de sortir le sondage. En fait, le sondage ressort extrêmement précisément deux choses importantes. Il y a ce qui ressort directement des compétences des communes et des intercos, on voit bien, premier point et dernier point, ça ressort précisément de leurs compétences, c'est-à-dire de ce que nous sommes en capacité de faire immédiatement ou pas, avec les normes nationales, évidemment, avec les règles générales qu'on a évoquées, dont on a parlé, mais on voit que c'est ça. Les autres points, conditions de retour dans les entreprises, déplacement de territoire, chantier BTP, réouverture des commerces, sont liés à notre activité, mais ne sont pas directement dans nos compétences directes d'organisation. On voit bien que les sujets ne sont pas au même niveau. Et on voit bien là que les sujets qui sont prioritaires sont les sujets dont nous avons à nous occuper directement vis-à-vis de nos compétences. Le reste se fera en collaboration avec d'autres, mais ça, ce sont nos compétences et nous sommes jugés sur la façon dont on peut les mettre en œuvre ou pas. C'est quand même très important de voir à quel point ces priorités sont très nettes. La reprise d'activités dans les services publics locaux, c'est une évidence absolue. Et derrière, les écoles et tout ce que ça veut dire. Parce que pour mettre en œuvre effectivement les écoles et tout, il faut d'abord avoir les moyens pour le faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire toutes les équipes, toute l'organisation technique et administrative et tout ce qui est important autour de ça. Et je crois que de ce point de vue-là, il est important de resituer toute l'organisation ressources humaines à ce niveau-là. Donc, on aura l'occasion sans doute de le refaire assez vite. Et donc, pour revenir à la question que tu évoquais tout à l'heure, je crois que les deux questions qui sont posées là montrent bien à quel point les collectivités sont dedans. Alors moi, je vous quitte tout à l'heure justement à 11h parce que je vais retrouver le préfet des Côtes-d'Armor avec qui on a demandé une rencontre très précise, les 8 intercos, puisqu'on est 8 intercos dans les Côtes-d'Armor, et l'AMF qui sera là aussi, et puis le préfet sur l'organisation de l'ouverture organisée justement et harmonisée des déchetteries dans tout le département pour qu'il n'y ait pas de concurrence, en fait, j'irais en termes de communication entre les territoires. Ça me paraît très important cette histoire. On n'est pas dans le moment où il faut faire de la surenchère sur tout et n'importe quoi. Je trouve qu'il y en a un peu trop justement en ce moment. Deuxième point, on va faire un point aussi sur l'organisation de la logistique des masques, ce qu'a évoqué tout à l'heure Nicolas, parce qu'il y a une grande confusion. Comme il n'y avait pas de doctrine de l'État, on va regarder ça. Et nous, par exemple, on se pose la question pour Lamballe-Terre-et-Mer, d'abord, on a commandé des masques, on a réussi à le faire, ils arriveront qu'à la mi-mai, et on distribuera par commune, et les communes, on croise des choses, on le fait par bureau de vote, parce que les bureaux de vote, en fait, connaissent tout le monde.
Donc, par bureau de vote, on organise ça. Le dispositif par bureau de vote permet d'avoir 800, 1000 personnes à chaque fois et on sait où on met les pieds. Et on croise, le cas échéant, ça avec la redevance hors de ménagère. Comme ça, on connaît la disposition des familles. Ça, c'est possible quand on a la redevance. Quand on a la taxe, on ne peut pas le faire. Mais c'est un sujet de pratique qu'on peut mettre en œuvre. Sur les déchetteries, j'en ai parlé. Sur tout ce qui tourne autour des écoles, là maintenant, on organise ça au niveau de la conférence des maires. Comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, on estime qu'effectivement, il faut qu'il y ait, bien sûr, c'est aux communes de le faire, mais si les maires ne discutent pas entre eux et si l'organisation technique ne se fait pas au niveau du territoire, on a des différences trop importantes, par exemple pour les cantines, par exemple pour l'organisation de l'accueil des enfants et les transports. Donc on le fait au niveau de la conférence des maires. On organise maintenant des conférences des maires régulières de manière à pouvoir en parler. La logistique des masques, les écoles, même si ce n'est pas la compétence en tant que telle de la communauté, c'est discuté au niveau du territoire. Et là, justement, c'est intéressant parce que la communauté prend tout son sens, pas simplement comme un territoire administratif, mais comme un territoire de vie. Et ça, c'est intéressant. Donc, c'est aussi toutes les questions qu'on n'a pas encore évoquées de trop et qui sont, nous, à l'ordre du jour, toute la reprise des activités sociales, l'ouverture des salles. Alors ça, on ne sait pas encore, mais est-ce qu'on ouvrira ou pas les salles? Comment on va les ouvrir? L'activité culturelle, l'activité sportive, avec des outils que nous avons, par exemple les piscines, les grands stades, etc., etc. Donc, il y a une question qui est ouverte sur ces sujets-là et nous en discutons de manière à pouvoir faire en sorte que l'activité de nos associations, qui représentent le cœur des communes, souvent, puisse s'effectuer aussi dans de bonnes conditions. C'est à la fois ce que nous faisons et à la fois l'associatif qui représente un enjeu de médiation important sur nos territoires puisse reprendre son activité dans de bonnes conditions. Alors pour ça, effectivement, il faut attendre la doctrine nationale sur les conditions d'ouverture des lieux, sur la manière dont ça va se passer, mais on organise ça, nous, globalement, au niveau des conférences de maires, parce que c'est le meilleur endroit pour le faire dans de bonnes conditions. Voilà ce que je pouvais vous dire rapidement, parce qu'il faut sans doute qu'on retourne maintenant auprès de nos amis qui sont là pour qu'ils puissent effectivement prendre la parole. Tout à fait. Alors, je vous encourage à lever la main. C'est donc le bouton qui est au milieu de votre écran en bas, ce qui me permettra de vous donner la parole au fur et à mesure. N'hésitez pas. Un petit point sur les questions écrites. Alors, comme l'a dit Loïc Corré, effectivement, on consacrera très probablement la semaine prochaine une webconférence sur les RH, l'organisation interne. Cependant, Loïc, je me permets de vous signaler tout de même que dans les questions, on a beaucoup de questions sur le statut des agents qui ne veulent pas ou ne peuvent pas reprendre après le 11 mai, alors parce qu'ils sont évidemment en santé fragile ou que les enfants sont à l'école. Je sais que vous avez des rendez-vous hebdomadaires avec Olivier Dussopt qui soulève ces questions. Sur ce sujet précisément, aujourd'hui, puisque la question, nous l'avons posée la semaine dernière, quelles seront les conditions des ASA après le 11 mai? Valeur aujourd'hui. Ce que nous a dit Olivier Dussopt et qui sera repris, puisque jeudi, on se retrouve avec Olivier Dussopt pour continuer ce débat-là. Et il m'intéresserait d'ailleurs que les personnes qui sont ici puissent remonter auprès de Cécile les questions posées en RH de manière à ce que jeudi, on en fasse un digeste pour le ministre. Donc, ça nous intéresserait beaucoup, ça. Mais là, précisément sur la question que tu poses, aujourd'hui, compte tenu du fait que le président de la République a dit que les écoles seraient volontaires et que tout le monde ne rentrerait pas en même temps, les conditions des ASA après le 11 mai seront les mêmes pour les conditions des écoles notamment qu'avant le 11 mai. Donc, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là à partir du moment où nous sommes dans un système, notamment auprès des écoles, contraint. Donc, il n'y a pas de différence de ce point de vue-là, on serait sur le même statut. Le télétravail, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, il faudra continuer puisqu'aujourd'hui, on a les ASA, le télétravail et le présentiel. Le présentiel va augmenter. Le télétravail restera en partie, ça sera à juger du point de vue des collectivités. Et les ASA resteront aussi, mais pour l'instant, tel que nous en a parlé Olivier Dussopt, compte tenu des contraintes posées du point de vue de l'ouverture des écoles notamment, nous aurons les mêmes règles avant et après en ce qui concerne les personnes sous statut ASA.
Très bien, merci beaucoup. Sur d'autres… Je vais être obligé de vous quitter. Il va être l'heure pour moi de rejoindre le préfet des Côtes-d'Armor. Ben, Tous, passez-lui le bonjour de notre part. salut. Alors, je vois une question de Monsieur Quintelier. Ah non, Monsieur Quintelier, oui, voilà. Je vais vous permettre de parler. Je vais vous ouvrir. Alors, je vais devoir vous nommer conférencier. Du coup, vous devriez pouvoir, Monsieur Quintelier, parler si vous avez ouvert votre micro. Monsieur Quintelier? Les aléas du direct. Monsieur Quintelier, est-ce que vous nous entendez? Je ne suis pas sûre. Alors, je vais peut-être donner la parole à quelqu'un d'autre en attendant. Ah, Monsieur Quintelier, est-ce que vous nous entendez? Alors, en bas à gauche, vous avez un micro qui n'est pas ouvert, je pense, ou alors l'audio n'est pas relié. Je vous propose, le temps que vous essayez de vous connecter, de donner la parole peut-être, si on a d'autres levées de main. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, ça peut être des questions, mais aussi, bien sûr, des retours d'expérience sur ce que vous avez envisagé de mettre en place dans vos territoires, ce que vous avez déjà mis en place ou allez mettre en place, n'hésitez pas. Alors, sinon, on peut regarder aussi, Nicolas, dans les questions écrites. J'en ai une notamment qui a recueilli 26 voix, donc je pense que ça intéresse un peu tout le monde. Tu as parlé tout à l'heure de la saison estivale. Monsieur Philippe Veillerobe demande: peut-on d'ores et déjà envisager la réouverture des ALSH, donc des accueils de loisirs sans des hébergements? Et à ton avis, quelle pourrait en être à ce stade l'organisation? Je pose la question bien sûr à mon délégué général, mais n'hésitez pas, si vous avez déjà mis en place certaines mesures, à nous en faire part. Nicolas, est-ce que tu es là? Oui, oui. C'est-à-dire que sur tout ce qui va être regroupement des enfants, on a tout ce qui va être regroupement des enfants, on est en attente vraiment de l'officialisation de la doctrine sanitaire. Donc, en revanche, ce que dit le Conseil scientifique, ça sera un petit peu les mêmes règles de tout ce qui est regroupement, que ce soit l'école, activité périscolaire, que ce soit loisir, ça sera certainement les mêmes règles qui vont prévaloir pour la reprise en mai et dans la partie du déconfinement, et c'est visiblement assez durable, c'est-à-dire petits groupes, distance physique, hygiène, nettoyage de mains. Il y a une question qui porte aussi sur, bien sûr, les temps de repas, puisque le conseil scientifique recommande plutôt des repas en classe. J'ai vu qu'au Danemark, ils sont plutôt dans des repas à l'air libre. Donc, on a certainement sur ces sujets-là les mêmes consignes qui devront prévaloir. Personne ne comprendrait qu'on ait une différence de consignes et de gestes barrières entre la reprise à l'école ou dans d'autres regroupements des enfants. Donc on est en attente des précisions, ou en tout cas des arbitrages du gouvernement, mais on peut déjà, sur la base du document du conseil scientifique, voir un peu les consignes qui seront imposées, les recommandations, voire obligations sur tout ce qui est activité avec des enfants. Très bien. Est-ce qu'on a des questions à l'oral? Alors, n'ayez pas peur depuis l'expérience de Monsieur Quintelier, qui en fait avait une ancienne version de Zoom. Monsieur Tati, je vous vois lever la main. Je vais voir si je peux essayer de vous permettre de parler. Alors, Monsieur Tati, on devrait vous entendre. Ah là là. Est-ce que vous avez ouvert votre micro? Oui, pourtant. Désolé, Monsieur le Président, je ne suis pas sûre qu'on vous entende. Décidément. Alors, pendant ce temps, on peut répondre à un certain nombre essayer de répondre, parce que toutes les questions qui sont posées sont celles que nous faisons aussi remonter. Elles sont précieuses, ces questions, que se posent
les collectivités, sur les questions sur les accueils, sur les équipements, notamment sportifs. La question des piscines nous remonte bien sûr, ça a été transmis, c'est à partir de quel moment, cet été notamment, on aura une possibilité de rouvrir ce type d'équipement. Aujourd'hui, ça, on attend, on fait des précisions. Sur un certain nombre de… Donc là, nous n'avons pas la réponse, mais c'est bien sûr central, notamment pour préparer l'été. Ça vaut pour les équipements sportifs et ça serait intéressant d'avoir les témoignages des uns et des autres, le ressenti de nos adhérents sur savoir quels sont les équipements. Ce n'est pas la même chose de rouvrir des terrains de tennis et d'ouvrir un dojo, bien évidemment. Donc on va avoir certainement une graduation équipement par équipement. Je crois que le ministère du Sport, d'ailleurs, y travaille. Sur un certain nombre de sujets qui remontent sur les marchés publics, sur les chantiers de travaux publics ou de bâtiments. Le sujet qui remonte, c'est bien sûr les risques de transfert de responsabilité. Donc, il y a eu des guides professionnels. Il y a eu à un moment donné quelque chose qui a fait peur à beaucoup de collectivités, qui donnait l'impression qu'on transférait un peu la responsabilité intégrale sur l'aménageur ou sur le maître d'ouvrage. Là, il faut arriver à ce que chacun assume ses responsabilités. Donc, le maître d'ouvrage peut veiller en effet à ce que l'employeur, l'entreprise ait bien mis en place les consignes sanitaires, mais il n'est pas question non plus de renvoyer, comme ça a été à un moment donné indiqué, toute la responsabilité sur l'aménageur ou sur le maître d'ouvrage. Donc il faut en effet, certains évoquent là une sorte de charte, pourquoi pas, en tout cas, on doit respecter quand même le cadre qui a été un peu défini au niveau national pour que chacun assume quand même sa part de responsabilité dans la reprise des chantiers. Alors, une réunion est prévue, comme je l'ai indiqué, demain avec les ministres. On va certainement réaffirmer ces principes. Et ce que je me propose, c'est qu'on fasse une sorte d'article dans la newsletter de la DCF qui soit dédié à cette question-là, les rappels des principes, des guides techniques qui permettent une reprise des chantiers dans de bonnes conditions, où chaque partie prenante assume sa part de responsabilité. Très bien. Alors, sans vouloir me répéter, n'hésitez pas à lever la main donc en bas de votre écran. On peut vous ouvrir le son sans forcément avoir la vidéo qui s'affiche. Donc, si vous avez des questions, mais aussi sans vouloir vous mettre la pression, je sais qu'on a à peu près plus d'une centaine de DGS qui sont ici, donc vous avez sans doute des retours d'expérience. Monsieur Dufaux, je vois que vous avez la main levée. Je vais vous permettre de parler. On devrait, si vous avez votre micro ouvert, pouvoir vous entendre. Oui, bonjour à tous. Bonjour, Monsieur Dufaux. Bonjour. Moi, je voulais simplement, c'est pas une question, mais je pense que c'est plutôt comment on souhaite reprendre la main sur le sujet des transports dans l'agglo et des mobilités, et peut-être avoir des réactions de certains de mes collègues sur ce sujet-là. Nous, on a évidemment un service de bus qui a continué de fonctionner, mais en mode très dégradé pendant la période de confinement, puisqu'on est passé tout d'abord à 66%, puis ensuite à 45% de l'offre. Là, on s'apprête sans doute à refaire passer l'offre à 66% à partir du 11 mai. On pense que ça sera suffisant parce qu'on ne retrouvera pas les usagers d'avant le confinement. On va essayer de prendre pas mal de mesures pour quand même que les gens retrouvent confiance. Donc, on va sécuriser le poste de conduite avec notamment des bâches qui protégeront les conducteurs. On se pose la question, mais je pense qu'on va le faire. On va mettre en place du gel hydroalcoolique dans les bus. Je pense qu'on va réouvrir la porte avant du bus et quand même remettre un système payant dans les bus, mais en privilégiant les systèmes de paiement pour éviter les échanges de monnaie dans les bus, même si ça devrait être possible. Voilà, on va développer l'offre vélo parce qu'on pense que c'est un bon report modal, comme on l'a abordé tout à l'heure. Donc, on va essayer de mettre plus de vélos à disposition de la population. Pour les transports scolaires, là, on a aussi beaucoup de questions, donc on va protéger les conducteurs aussi. Le port du masque, nous, on s'est débrouillé au niveau de l'agglo pour que chaque habitant ait un masque. Donc, les élèves qui monteront dans les bus devront avoir des masques. Et à notre sens, ça devrait être suffisant parce que la distanciation sociale dans les bus… Monsieur Dufaux, excusez-moi, vous avez dit que votre agglomération, c'était… Vichy.
qui peut D'accord. noter. Très bien, merci. Je vous laisse La, continuer, la- excusez-moi. la distanciation sociale dans les bus, nous, ça nous paraît pas possible. On va pouvoir doubler les services de transport scolaire. Déjà pour des raisons économiques et puis pour des raisons d'organisation, l'organiser pour le 11 mai, ça paraît déjà très compliqué en mettant le 27 avril. Donc voilà, c'était un peu les remontées qu'on voulait vous faire que je voulais vous faire sur les mobilités. D'accord. Et je me permets de vous demander au niveau des masques, du coup, parce que désolée de gérer les deux sujets à la fois, Oui, mais vous nous dites que l'aglo a prévu donc que votre population soit équipée. oui, on a fait un gros travail de recensement des entreprises qui pouvaient confectionner des masques. Et donc, sur une agglomération de 85 000 habitants, on a commandé un peu plus ça doit être 120 000 masques, Mhm. notamment pour tous les habitants, pour les enfants spécifiquement, pour les personnels communautaires et municipaux. D'accord, très bien. J'en profite du coup pour les participants pour lancer un petit sondage de deux, trois questions, alors qui est très intéressant pour nous, qui le sera, j'espère aussi pour vous, sur les masques, qui donc est en trois questions. Votre intercommunalité a-t-elle contribué à l'achat ou à la production de masques? Les dispositifs de répartition des masques en direction du grand public sont-ils déjà prévus, en cours ou pas encore fixés? Et enfin, à partir du 11 mai, pensez-vous que votre communauté disposera de suffisamment de masques? Vous pouvez prendre le temps d'y répondre un petit peu, on en reparlera tout à l'heure. En attendant de revenir sur les masques, effectivement, en termes de mobilité, donc vous avez parlé de porte-avant, de limitation des échanges de tickets, de gel hydroalcoolique dans les transports. Peut-être qu'on a d'autres retours également. Je sais que Nicolas, notamment, a beaucoup travaillé avec certaines agglomérations ou autorisations d'organisation de mobilité sur la façon dont on pouvait réorganiser ces transports. Nicolas, est-ce que tu nous as quittés? Non, je suis là, bien sûr. Euh, je crois que le problème des transports, bon, on a bien sûr entre certaines communautés de communes ont une compétence transport déjà, sans attendre même la mise en œuvre de la loi d'orientation des mobilités. Les agglomérations sont bien sûr autorités organisatrices des mobilités comme les communautés urbaines ou les métropoles, mais les problématiques vont se présenter de manière quand même assez différente par rapport à la normale. On a beaucoup plus, que j'indiquais tout à l'heure, de salariés sur les transports, une plus grande dépendance des salariés au transport en commun dans les grandes agglomérations que dans des agglomérations moyennes ou dans des communautés de communes. Donc le sujet d'une complexité sans nom dans le Grand Paris, par exemple, vous imaginez bien, où là la compétence est même régionale. Donc là se préparent visiblement des grands axes vélo, parce que il y a bien sûr, vous connaissez tous les embarras de Paris. Et on se demande vraiment comment les gens vont réagir pour rentrer dans le RER, dans les lignes de métro. Il y a déjà, avant même le déconfinement, certaines lignes avec beaucoup trop de monde. Donc on a ce sujet, la RATP, on a des échanges réguliers, la RATP, tout ce qui est bien sûr le RER, etc., de savoir comment ça va se passer. Là, je suis bien sûr dans le cas très spécifique du Grand Paris. Dans des métropoles ou des grandes agglomérations, le sujet est un peu moindre, mais il y a quand même des questionnements. Je voyais à Lyon, j'en parlais avec le président de Rennes Métropole. Bon, il y a un vrai sujet, c'est de savoir quels vont être les reports modaux. Là aussi, il y a des solutions vélo, il y a des solutions deux roues, mais ça peut être aussi l'anarchie la plus complète, avec les conflits entre les livreurs, entre les scolaires. On va avoir des sujets quand même importants. Dans d'autres territoires plus intermédiaires, on sait que sur les transports en commun, c'était souvent les scolaires, beaucoup de personnes âgées, un peu moins les salariés. Alors là, on va avoir des sujets de réassurance. Pour les jeunes, ça sera en effet les parents qui vont craindre que les jeunes reprennent, je parle des lycéens par exemple, les bus. Les personnes âgées, même si j'ai des témoignages contraires, mais on sait que dans un premier temps, les consignes de confinement, les recommandations en tout cas vont demeurer. Il est
possible qu'ils évitent, il y a de fortes chances, les transports en commun. Donc là, il faudra voir comment, en effet, l'offre de transport en commun, comment elle est utilisée dans les territoires. Nous avons de toute façon, dans tous les cas de figure, des sujets de réassurance. Partout dans les pays qui ont commencé à déconfiner, on a vu qu'il y avait quand même une grande crainte de reprendre les transports en commun. Et comme ça a été dit à l'instant, beaucoup d'interrogations sur la possibilité de maintenir des distances sociales ou physiques dans les transports collectifs, dans la façon de se croiser, notamment à la sortie, à l'entrée d'un bus ou d'un métro ou d'un tramway. Donc il y a fort à parier qu'il y aura besoin à la fois de faire fonctionner une offre importante pour justement avoir moins de monde dans chaque bus ou chaque tramway. Donc il va falloir certainement redéployer une offre. Là, la plupart des entreprises, des autorités organisatrices sont prêtes à faire remonter en cadence progressivement avec un plan de reprise progressif. Mais en tout cas, nous savons très bien, et ça renvoie à des sujets budgétaires, d'inquiétude, c'est que nous aurons moins d'usagers dans un premier temps. Donc il faut certainement remettre à disposition une offre importante, mais s'assurer en effet qu'il n'y ait quand même pas trop de monde dans les transports et travailler à la réassurance progressive avec des consignes qui vont demeurer de désinfection. Les consignes, il y a un débat à savoir si on va continuer à rentrer uniquement par les portes arrière. Et ça, c'est compliqué parce qu'à ce moment-là, ceux qui descendent du bus croisent ceux qui rentrent. Donc, il peut y avoir des interrogations. C'est là où nous attendons les consignes nationales dans les tout prochains jours. Il y a un travail, un arbitrage à faire, une contradiction en quelque sorte entre besoin de rassurer les gens et en même temps appliquer des consignes qui, pour certaines, vont être très, très difficiles à faire respecter. Je parle notamment à la distance. Très bien, je te remercie Nicolas. Est-ce qu'on a éventuellement une dernière question avant de passer la parole à Régis Petit, donc DGS de Saneur, pour un petit retour, enfin petit non, un retour d'expérience sur la façon dont ils se sont organisés et les points de vigilance qu'ils ont pu mettre en avant. Une dernière question, dernière main levée? Non, pas forcément. Régis, est-ce que vous... Ah, si, monsieur. Ah, voilà, j'ai quelques questions quand même. Donc, Madame Panetier, je vais vous permettre de parler. On devrait pouvoir vous entendre dans quelques secondes. Madame Panetier? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour. Oui, concernant l'achat groupé de masques, vraisemblablement, nous allons le faire au niveau de notre intercommunalité, ce qui va nous amener effectivement à avoir des montants supérieurs à 40 000 euros. Parmi les EPCI qui ont déjà procédé à de tels achats, ont-ils rédigé un petit cahier des charges ou pas? Et si oui, serait-il possible qu'ils nous le transmettent? Merci. C'est intéressant, effectivement. Alors, je ne sais pas si peut-être dans les questions ou dans le chat, vous pourrez, je sais que vous pouvez, envoyer effectivement des retours là-dessus. N'hésitez pas à les mettre dans les questions directement, comme ça on pourra le voir avec votre nom pour qu'on puisse vous redemander quelques précisions. J'en profite pour vous partager le résultat, donc effectivement sur les masques. À la question, votre intercommunalité a-t-elle contribué à l'achat? Donc, c'est 49% des communautés qui ont dit oui, elle a pris en charge avec les communes l'ensemble des achats et de production de masques. 46% qui ont dit oui, mais à travers une commande groupée avec d'autres collectivités, qui peuvent être le département, la région, d'autres institutions. Seulement 6% qui, malheureusement, ont dit non, car les commandes sont intégralement assurées par d'autres acteurs, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas suffisantes. Ensuite, à la deuxième question, les dispositifs de répartition des masques en direction du grand public, vous êtes 42% à dire que c'est en cours de définition et 29% à dire que c'est déjà prévu. Et enfin, à partir du 11 mai, pensez-vous que votre communauté disposera d'un nombre suffisant de masques? Ici, on est très partagé, à la fois entre des gens qui disent qu'il y aura assez de masques techniques et grand public, d'autres qui manquera des deux types de masques et d'autres qui manqueront d'un type de masque ou de l'autre. Voilà. Alors, est-ce qu'on aurait une dernière question? Je vois Monsieur Ferrin ou Madame Ferrin, je ne peux pas savoir, qui lève la main. Je vais vous permettre de parler pour une dernière question. Hop. On vous entend. Oui, bonjour.
Alors, je suis directeur général de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois, à côté de Dijon, une quarantaine de kilomètres. Alors moi, ça serait concernant deux problématiques. Déjà, première problématique, c'est sur les masques. Les services de l'État nous ont assuré que c'était à eux de distribuer les masques, de nous fournir les masques qu'on distribuerait à notre population. Donc, ça a environ 9000 habitants. Et deuxième chose, c'est concernant les recettes. Donc, si j'ai compris, il y aurait peut-être un webinaire organisé. On est une collectivité particulière dans le sens où on est propriétaire d'un circuit automobile, d'un bateau de croisière sur le canal de Bourgogne, ainsi que d'un karting. Donc forcément, ces activités sont fermées. Une grosse baisse de recettes, alors qu'elle nous permet de financer notamment la maison des enfants, donc crèche, centre de loisirs, RAM. Alors, ce que j'aimerais qu'il soit remonté au service de l'État, c'est que, bon, on a bien compris que les collectivités, leurs recettes ne seraient pas assurées par l'État ou que nos dépenses de personnel pour ces types d'activités ne seraient pas remboursées. Toutefois, nous, dans ces deux secteurs, on travaille vraiment comme un opérateur économique. Je pense qu'il serait normal qu'on nous impose les mêmes types de réglementations, notamment pour les remboursements, vu qu'on se retrouve sans recettes, mais toujours avec les dépenses, alors qu'on finance ces dépenses par les recettes des usagers. Donc voilà, est-ce que ça serait possible de faire remonter ça ou de m'apporter une réponse? Merci. Merci beaucoup. Nicolas, est-ce que tu as un petit complément ou... Je crois que c'est la discussion qui a lieu en ce moment même entre nos représentants, à savoir Jean-Luc Rigaud, Charles Leménian pour la DCF et puis les autres associations d'élus, avec le ministre Gérald Darmanin, avec notamment les questions de prise en charge. Donc déjà, il y aura, et je sais que c'est des sujets sur lesquels nous reviendrons, hein, nous avons aussi les réponses au fil de l'eau. Il faut à la fois transmettre des questions, des suggestions. Voilà, nous avançons tous progressivement. En tout cas, ce qu'il apparaît, c'est que ce qui est en débat, c'est de savoir si on va pouvoir un peu isoler dans les comptes des collectivités, compte tenu que ce soit sur les achats de masques, pour qu'il n'y ait pas aussi des inégalités de traitement, que ce soit les soutiens d'urgence aux entreprises, etc., que l'on puisse bien identifier les dépenses exceptionnelles qui auront été engagées par les collectivités pour qu'il y ait un traitement spécifique qui fasse l'objet ensuite d'un traitement, voire d'un soutien peut-être de l'État sur ces dépenses exceptionnelles qui grèvent bien sûr les budgets locaux. Donc nous avons plusieurs sujets. Alors sur les masques, les résultats sont intéressants. Je suis un peu étonné de savoir qu'à Pouilly, les services de l'État pensent livrer tous les masques, ou j'ai mal compris. Beaucoup de collectivités, on est en train de recenser, et le sondage en ligne est intéressant, ont pris les initiatives. À un moment donné, la doctrine entre qui achetait quoi, qui faisait quoi était assez confuse. Elle commence à se préciser. On voit très bien que sur les FFP2, donc vous avez certains métiers techniques dans les intercommunalités, notamment je pense l'assainissement où il en faut, mais sinon les FFP2 c'est plutôt ARS, santé. Il y a d'autres masques techniques qu'il faut pour nos services publics, pour un certain nombre de personnels, même sur les enseignants, on attend vraiment savoir si les enseignants, quel type de masque il faudra. Mais en revanche, pour ce qui est de la population et le grand public, beaucoup de collectivités n'ont pas attendu des commandes de l'État. Et donc, donc, il y a eu des achats en masse dans des communautés de communes, de la fabrication locale, des ateliers de couture, que ce soit dans les métropoles, les agglomérations, les communautés de communes. Donc, en tout cas, on a besoin quand même de bien voir les modes de distribution, que ce ne soit pas les ruées, qu'on ne retrouve pas des fraudes. Donc, c'est pour ça qu'il est important que communes, intercommunalités, que les achats soient faits par l'extérieur, le département, ou que ça soit fait par l'intercommunalité elle-même, mais très vite explique un peu aux populations, nous semble-t-il, comment les masques seront distribués et à quelle échéance d'ici le 11 mai. Sinon, ça risque d'être un peu panique pour un certain nombre de familles. Donc, sur les dépenses, nous reviendrons sur ces aspects-là quand nous en saurons un peu plus. Nous referons des webinaires dans tous les prochains jours au moment les plus appropriés pour vous donner les informations en temps réel. Et puis, sur un certain nombre de questions que nous recensons aujourd'hui, si nous ne répondons pas dans l'immédiat, nous nous efforcerons de le faire dès la lettre hebdomadaire de la DCF, de manière à essayer d'avoir des réponses à toutes vos questions financières, techniques, juridiques, sur les questions qui sont posées. Tout à fait. Je vous propose qu'avec Régis Petit, donc DGS de Senneur Aglo Senneur
je vais encore me faire taper sur les doigts, je crois, on puisse faire un petit retour de territoire, ce qui va nous permettre peut-être de relancer certains sujets que vous n'auriez pas abordés et qu'on va pouvoir aborder à travers une expérience. N'hésitez pas encore une fois à lever la main ou à poser des questions sur ce qui nous est expliqué, et nous pourrons revenir dessus juste après. On aura peut-être quelques minutes de retard, mais j'espère pas trop. Régis Petit, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là. Je suis là. Super. Alors, Bonjour à tous et tous. bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Bon, on a évoqué beaucoup de choses, mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la façon dont vous vous organisez à Glosener en cette période un peu particulière? Oui, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas l'agglomération Seiner, ce qui m'étonnerait beaucoup, mais on ne sait jamais. Donc l'agglo Seiner, c'est une agglo de plus de 100 000 habitants. Elle est située en Normandie, au sud de Rouen, à 30 km de Rouen, entre Rouen et Paris. Donc l'agglomération Seiner, eh bien, comme vous tous, on s'est organisé. Donc, comme l'indiquait Loïc Corré tout à l'heure, on est en train de passer de plans de continuité d'activité à des plans de reprise d'activité, avec un certain nombre de questions qui se posent, bien évidemment. Nous avons un certain nombre de sujets qui sont sur la table. Alors, on parlait des masques. Je fais juste une petite parenthèse sur ce sujet. C'est un sujet extrêmement prégnant. On voit bien que beaucoup de collectivités essaient de fournir des masques à leur population. Nous avons, dans un premier temps, via le plan local de santé, finalement, on a la chance d'avoir beaucoup d'entreprises pharmaceutiques sur notre territoire. On a récupéré du matériel pour le distribuer aux professionnels de santé. Donc ça, c'est une organisation qui s'est mise en place dès les premiers temps du confinement et qui a permis de répondre à des urgences pour les professionnels de santé, mais également pour les personnels de notre CIAS, nos aides à domicile. On a ensuite passé commande, on a acheté des masques en Chine assez rapidement, qu'on a récupéré il y a maintenant un peu plus d'une semaine, que ce soit des masques chirurgicaux ou des masques FFP2. Au global, on a acheté 80 000 masques. Et là encore, on les a en priorité ciblés pour les professionnels de santé, mais aussi pour nos personnels. Nicolas faisait part tout à l'heure de la nécessité pour les personnels qui sont sur les domaines de l'assainissement, par exemple, de pouvoir bénéficier de ce type de produit. Donc, on a réussi à le faire. Et maintenant, il y a une nouvelle question qui se pose, ce sont les masques dits grand public, où là, on est en train de recenser ce qui peut être produit localement. On a souvent beaucoup de bonne volonté, mais malheureusement, on n'a pas toujours le tissu, la matière première qui va avec. Donc, on essaie de pallier à ça. Et là, on utilise vraiment beaucoup la conférence des maires pour pouvoir coordonner tout cela. Mais globalement, vu la taille de notre intercommunalité, clairement, on fera plutôt appel aux communes pour distribuer ces masques. Et on est en train d'essayer de voir si on peut se regrouper pour peut-être en acheter et répondre aux demandes de la population. Mais le département va également distribuer des masques. Enfin, il y a beaucoup de collectivités qui se lancent sur ce sujet. Alors, sur la reprise d'activité, en fait, la difficulté, je crois qu'elle sera encore plus importante que l'arrêt de l'activité et le début du confinement. On a dû pallier à beaucoup d'urgences, mais finalement, on a réussi à maintenir tous les services publics vitaux, je dirais, la distribution de l'eau, l'assainissement, la collecte des déchets. On a maintenu une déchetterie, nous, ouverte pour les professionnels, mais on les a toutes fermées au public. Maintenant, va se poser la question. Bien sûr, les ALSH et les crèches, on les a maintenus pour les personnels soignants. Donc ça, quelque part, l'activité n'a jamais vraiment cessé. Que va-t-il se passer à partir du 11 mai ? Eh bien, on a encore beaucoup de questions qui se posent et on n'a pas forcément toutes les réponses. Alors moi, j'interviens plutôt sous forme d'un témoignage, comme je l'avais indiqué à la DCF. Je ne prétends pas avoir la science infuse, bien au contraire. Personne en ce moment. Personne ne l'a, je suis bien d'accord. Donc, sur la reprise de l'activité, tout le personnel qui est en télétravail et qui peut rester en télétravail restera en télétravail. Et malgré tout, toutes les difficultés que ça pose en termes de cohésion d'équipe, de
collaboration entre services, etc. Mais malgré tout, tout le monde s'est mis à la webconférence, au webinaire et autres visioconférences ou audioconférences. Donc, je dirais que maintenant, on va maintenir une part de télétravail, mais malgré tout, on va devoir faire revenir un certain nombre d'agents au bureau. Donc là, on travaille, on a mis en place avec l'ensemble des directeurs de l'agglo et puis notre chargé de mission à la sécurité au travail, eh bien, un groupe de travail pour essayer finalement de mettre en place un certain nombre de procédures pour pouvoir faire en sorte que cette reprise se fasse dans les meilleures conditions. Alors, je ne l'avais pas forcément imaginé très honnêtement au départ, mais de plus en plus, on se dirige sans doute vers un contrôle, enfin une prise de température de nos agents quand ils arrivent le matin pour s'assurer que tout va bien et qu'eux-mêmes pourraient ne pas avoir détecté qu'ils avaient éventuellement un problème. Donc, on va sans doute se doter du matériel nécessaire pour pouvoir contrôler la température de nos agents à l'arrivée. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on envisage un nettoyage des locaux plus fréquent et des désinfections plus fréquentes. Alors, à la fois en faisant appel à notre société de nettoyage pour qu'elle intervienne de manière plus précise sur les rambardes, les poignées de porte, etc. On interdira sans doute l'ascenseur pour entretenir la forme de nos agents, mais surtout éviter trop de promiscuité. Et puis, on se dotera sans doute de matériel pour nettoyer plus fréquemment les parties un peu sensibles. On envisage, ça prête à sourire, mais un sens de circulation dans le couloir de l'agglo pour éviter que nos personnels se croisent trop fréquemment. Donc voilà. C'est intéressant d'ailleurs parce que toutes ces idées, elles remontent finalement, tous ceux qui participent à cette réflexion y contribuent et font remonter de bonnes idées. Donc moi, j'invite tous les participants à vraiment interroger leurs équipes parce que souvent dans les équipes, ils ont des idées extrêmement pertinentes et auxquelles on n'a pas forcément nous pensé au départ. On ne peut pas penser forcément à tout. On va essayer de doter tous nos agents, tous ceux qui ont besoin de masques FFP2, on leur en donnera. Tous ceux qui peuvent avoir besoin de masques chirurgicaux, on leur en fournira. Et enfin, pour ceux qui sont uniquement dans un travail de bureautique, je dirais, on essaiera de les doter tous de masques grand public, avec la difficulté que le masque grand public, il faut régulièrement le nettoyer. Donc, on essaiera de donner 4 masques grand public par agent. Donc, ce qui est ambitieux, mais on va essayer de le tenir. On se pose beaucoup de questions sur les agents de terrain, sur les vestiaires. Est-ce qu'on maintient ou pas les vestiaires? Alors, pour se changer, oui, bien sûr, mais est-ce qu'on ne demande pas aux agents d'aller prendre leur douche plutôt chez eux pour éviter, là encore, des difficultés? C'est une question, on n'a pas forcément encore résolu ce point. Mais en tout cas, voilà, d'ici le 11 mai, on va faire en sorte que ceux qui doivent revenir travailler à l'agglo puissent le faire dans de bonnes conditions. Alors, le CIAS, nous, il n'a jamais arrêté de fonctionner puisque les aides à domicile ont dû continuer à travailler. Donc, je dirais que le 11 mai ne changera pas forcément grand-chose là-dessus. En revanche, les ALSH et les crèches, même si elles ont continué à fonctionner, elles étaient avec des effectifs extrêmement limités d'enfants. Là, demain, on devrait avoir plus d'enfants. Alors, si on peut faire remonter des préconisations au gouvernement, on voit bien que la reprise au niveau des écoles sera progressive. Quand on lit la note du conseil scientifique là, de vendredi dernier, on envisage peut-être pas tout le monde en même temps à l'école. Nous, ce sur quoi on aimerait militer, c'est que à la fois pour le transport et pour les ALSH, il faut absolument que ce ne soit pas des demi-journées, mais plutôt des journées entières. C'est-à-dire que si un enfant vient à l'école, il faut qu'il vienne pour la journée, pas que le matin et puis un autre l'après-midi, parce que sinon, au niveau des transports, ça va vraiment nous poser beaucoup de difficultés. Les parents nous remontent aussi que pour les fratries, ça peut être un problème que ce soit alternatif et que finalement ce soit sur des demi-journées. Donc là, il faudra vraiment qu'on voit ce. Donc voilà, au niveau des ALSH et des crèches, on va essayer en fonction de la configuration de nos locaux d'accueillir l'ensemble des enfants que nous devons accueillir puisque c'est en lien avec l'école, bien évidemment. Mais globalement, sur certains
certains bâtiments, on pourrait avoir des difficultés et on sera peut-être appelé à limiter le nombre d'enfants pour pouvoir garantir la distanciation sociale. Sur le transport, nous avons réduit bien sûr notre offre de transport collectif. Alors, Nicolas l'évoquait, on n'est pas dans une grande métropole. Donc, globalement, les transports, nous, on a beaucoup de salariés qui viennent travailler le matin. Alors, on s'en plaignait jusqu'à peu qui viennent travailler en voiture. Bon, finalement, pour le déconfinement, ce sera peut-être un avantage. Mais globalement, l'offre de transport, nous, elle est encore maintenue à 50% chez nous. Et on s'est calé justement, on est un territoire assez industriel avec beaucoup d'entreprises pharmaceutiques, des entreprises qui travaillent parfois en 2-8, voire 3-8. Donc, on a des horaires de transport extrêmement larges avec un démarrage à 5 heures du matin et on arrête à 23 heures. Donc, globalement, on a essayé d'adapter le transport, enfin les horaires de fréquentation les horaires de circulation à la fréquentation constatée, notamment pour que les gens puissent se rendre sur leur lieu de travail pour ceux qui en avaient besoin. Donc, on va sans doute, on va remonter l'offre de transport, on va sans doute équiper l'emplacement du chauffeur avec un plexiglas pour qu'il puisse ne pas être en contact direct avec les personnes qui fréquentent le bus. Et on va quand même réouvrir les portes avant. Nous, en tout cas, on se dirige vers cela parce que d'abord, c'est pour permettre un flux de circulation, éviter les croisements sur les portes arrière, mais aussi pour remettre quand même en route le paiement, parce que les titres de transport, quand on n'a pas la porte avant, les gens ne payent pas. Enfin, une partie des gens ne payent pas. Donc, globalement, vu nos pertes de recettes, il faut qu'on arrive à remettre en fonctionnement ces portes avant de bus. On n'a pas, nous, par contre, de gel hydroalcoolique dans les bus. Ça nous paraît un peu compliqué à mettre en place, encore qu'il est possible que ça évolue. Alors, nous, on va essayer de militer. On est un territoire assez engagé sur les circulations, sur les mobilités douces. On a le school bus que certains connaissent. C'est une Rosalie à assistance électrique qui permet d'aller récupérer les enfants le matin avant d'aller à l'école, qui avait beaucoup de succès et qui a permis d'ailleurs à certains enfants de reprendre le vélo pour aller à l'école, de redécouvrir les joies du vélo pour aller à l'école. Donc, on va sans doute faire une communication pour inciter finalement ceux qui fréquentent les transports scolaires quand les distances le permettent, à plutôt repartir sur un vélo. On sera au mois de mai, il commence à faire beau. Finalement, c'est une manière de respecter la distanciation sociale beaucoup plus simple. Quand on lit la note du conseil scientifique qui demande à assurer la distanciation dans les bus, très honnêtement, c'est extrêmement compliqué. Quant à augmenter l'offre pour pouvoir avoir plus de bus, pour mettre moins d'enfants dans chaque bus, nous, on va avoir une limite physique, c'est tout simplement la quantité de matériel roulant disponible. C'est-à-dire qu'on n'aura pas assez de bus pour pouvoir doubler les bus scolaires. Donc, encore une fois, tous ceux qui ne monteront pas dans le bus et qui prendront leur vélo, par exemple, ce sera toujours ça de gagner pour essayer de mieux respecter les distanciations sociales. Voilà ce que je pouvais dire à ce stade. Sur l'activité économique, nous, clairement, il y a beaucoup de questions qui se sont posées. Moi, je le dis pour mes collègues DGS, on subit souvent des pressions des entreprises qui veulent absolument nous faire signer des OS d'arrêt. Je ne suis pas certain qu'il faille les signer. Il faut que, comme le disait Nicolas Portier tout à l'heure, que chacun prenne ses responsabilités. Nous, les collectivités, les maîtres d'ouvrage, on doit faire preuve de bienveillance et ne pas appliquer des pénalités de retard parce qu'un chantier a pris du retard à cause du Covid. On a essayé d'être bienveillant sur les dates de remise des offres pour les appels d'offres qui étaient en cours pour laisser plus de temps aux entreprises de répondre parce qu'elles n'avaient pas toujours les réponses de leurs fournisseurs ou que leurs équipes, malgré le télétravail, n'avaient pas toujours la possibilité de répondre dans de bonnes conditions aux appels d'offres. Donc ça, on a fait là aussi preuve de bienveillance. Par contre, en signant des OS d'arrêt, comme on nous demande de le faire souvent, finalement, on prête le flanc derrière à ce qu'on réclame. Alors là, ne pas appliquer des pénalités est une chose, payer des choses en plus
parce que les installations de chantier sont restées là plus longtemps, parce que la grue était là et qu'elle n'a pas bougé, etc. Il faut quand même être assez vigilant. Et donc, ça nécessite un dialogue vraiment avec les entreprises de façon assez précise pour ne pas avoir des effets d'aubaine. Nous, par exemple, on a une entreprise qui a essayé de ne pas payer de pénalité alors qu'elle avait pris du retard bien avant le Covid. Vous voyez, on peut toujours se retrouver dans des conditions parfois un peu difficiles. Alors, les déchetteries. Ça, c'est un vrai sujet qui cristallise beaucoup de… On a beaucoup de demandes de maires actuellement sur l'agglo qui nous demandent de réouvrir les déchetteries. Alors nous, il se trouve qu'on collecte les déchets verts en porte-à-porte. Donc on a considéré que la fermeture des déchetteries n'était pas un gros souci, même si on a constaté que beaucoup de gens se sont mis à ranger chez eux parce qu'ils avaient le temps. Et là, on nous demande de les réouvrir. Très clairement, nous n'y sommes pas forcément très favorables. Tout d'abord parce que ça brouille un peu le message. Jusqu'au 11 mai, on est en période de confinement. Et donc, pourquoi réouvrir avant le 11 mai alors que nous sommes toujours en période de confinement et que c'est sur la base du confinement que nous avons fermé les déchetteries. Donc, si on est toujours en confinement, il n'y a pas de raison véritablement fondamentale de les réouvrir. Le deuxième sujet, c'est que si jamais on ouvre les déchetteries avant le 11 mai, avant la levée du confinement, finalement, on met un effet de loupe sur les déchetteries extrêmement important et tout le monde va se ruer dans les déchetteries parce qu'en gros, c'est le seul truc qui sera ouvert. Alors que si ça se fait à partir du 11 mai, comme il y a beaucoup d'autres choses qui vont réouvrir, un afflux moins important, même si on aura un afflux, c'est sûr. Donc, les conditions de fréquentation des déchetteries, on est là aussi en train d'y travailler. On va limiter le nombre de personnes sur les plateformes. On n'aidera plus, malheureusement, les gens à décharger le contenu de leur coffre ou de leur remorque parce que, voilà, pour des questions de distanciation. Et on craint clairement, s'il y a trop de rush dans les déchetteries, je ne sais pas pourquoi, les déchetteries, c'est un lieu où l'agressivité est assez fréquente. Ça risque de s'amplifier si on a des queues qui se mettent à s'aligner pour attendre d'accéder à la déchetterie, ce qui risque d'être le cas puisqu'on limitera le nombre de personnes sur les plateformes. Donc, nous, on ne milite pas forcément pour les réouvrir. S'il n'y a pas de collecte de déchets verts, éventuellement les ouvrir uniquement pour les déchets verts, mais là aussi c'est compliqué parce que quelqu'un qui vient avec ses déchets verts mais qui a pris quelque chose en plus vous dira toujours moi, laissez-moi déposer mon placard. Donc c'est toujours très compliqué à gérer. Donc nous on essaie de maintenir en gros la fermeture des déchetteries jusqu'au 11 mai. Et puis peut-être un dernier volet qu'on a évoqué aussi rapidement, puis je vous laisse la parole parce que je risque d'être trop long. Mais sur le tourisme, clairement, nous, on se pose un certain nombre de questions. Alors, on n'est pas une destination touristique hyper connue. Mais du coup, on va essayer d'avoir une stratégie, puisqu'à priori, quand même, on en comprend, on sera limité dans nos déplacements, même si on sera plus confiné, mais on ne pourra peut-être pas, nous, les Normands, aller sur la Côte d'Azur. Donc, on va essayer d'avoir une stratégie touristique pour essayer de faire du tourisme plus local, en tout cas régional, et faire en sorte qu'on communique. Alors, il y a une initiative qui est prise par le comité régional du tourisme à ce sujet, mais globalement, nous, on va essayer de tirer notre épingle du jeu en misant sur le tourisme plus local et en faisant en sorte qu'on fasse redécouvrir aux habitants du territoire et un peu au-delà, de la région, tous les aspects positifs, toutes les choses qu'on peut visiter sans aller finalement bien loin. Et donc, on va essayer de miser un peu sur cette carte parce qu'on a la chance, on a encore d'avoir des équipements assez structurants. On a une base de loisirs de 1300 hectares. On a un centre aquatique. Alors, on a évoqué ce sujet tout à l'heure. C'est vrai que ça, c'est une vraie question. Il faut sans doute remonter, mais aujourd'hui, les centres aquatiques, moi, je n'en connais pas qui soient excédentaires. Ils sont tous déficitaires. Mais là, le déficit, ce n'est plus un déficit. Aujourd'hui, avec des mois de fermeture, ça va devenir abyssal. On va avoir des discussions sans doute assez compliquées avec nos délégataires qui eux-mêmes sont pris un peu dans un étau. C'est-à-dire qu'ils ont toujours une partie des charges de fonctionnement du centre aquatique, mais ils n'ont plus les recettes commerciales.
Donc voilà, les centres aquatiques, on a une patinoire, nous, sur notre territoire. Tous ces équipements-là, peut-être avec certaines conditions de fréquentation, de limitation de la FMI, de la fréquentation instantanée dans les bassins, peut-être en ayant sans doute des restrictions. Et si en plus les gens ne peuvent pas partir en vacances très loin, les centres aquatiques sont sans doute une réponse pour le tourisme local qu'il ne faudra pas négliger. Tout à fait. Voilà, écoutez, j'ai essayé d'être assez... Votre dernière remarque, merci beaucoup Régis Petit, votre dernière remarque, d'ailleurs la question qui arrive en top des charts concerne la réouverture des piscines publiques. Ah oui. Et c'est vrai que qu'en est-il de ces réouvertures de piscines publiques? Qu'est-ce qu'on fait à ce stade? Est-ce que la distanciation en piscine publique, voilà. Donc on va avoir effectivement sur les structures touristiques pas mal de questions, d'autant plus si les Français ne peuvent pas voyager en cette saison estivale. Nicolas, veux-tu compléter peut-être? Et n'hésitez pas à lever la main si vous le souhaitez pour prendre la parole. Sur les déchetteries, donc ça, en effet, je vois les arguments de Régis qu'on comprend très bien. Ce que nous constatons, il n'y a pas de nous de recommandation. Enfin, la recommandation, c'est si vous rouvrez, ça se fait souvent d'ailleurs un peu de manière coordonnée dans les départements. Alors, il y a des attitudes préfectorales, et c'est là que nous avons fait remonter un peu à la suite du conseil d'administration de la semaine dernière, qui est quand même des pratiques un peu homogènes des préfets, parce que dans certains départements, passe quasiment injonction à la réouverture. Donc, qu'il y ait un feu vert pour pouvoir réouvrir, mais ça, de notre point de vue, doit rester, nous l'avons dit, à la main de l'autorité organisatrice. En revanche, si vous rouvrez, que ce soit à partir du 11 mai, veillez bien à prévoir un mode de rotation. Alors, il y a plusieurs pratiques qui sont, ça aussi, on va recenser dans la newsletter cette semaine, un petit peu les pratiques retenues. Ça doit être à la discrétion de l'autorité organisatrice locale. Certains le font avec les plaques minéralogiques, les plaques impaires les jours impairs, les plaques paires, ou alors avec le numéro. Certains le font par commune. D'abord les habitants de telle commune, donc la carte d'identité. En tout cas, anticipez bien les risques de ce qu'a dit Régis, c'est tout à fait juste. Ça a été constaté dans les territoires qui n'avaient pas prévu une rotation, et donc des réservations, des créneaux de réservation. Et donc là, il y a eu des embouteillages, des congestions, un afflux et des tensions. Donc il faut en effet bien prévoir un lissage du retour vers les déchetteries, avec peut-être des déchets prioritaires. Donc ça, c'est une reprise d'activité progressive. Donc, sur d'autres services publics, on verra un petit peu les consignes. Certains sont plus prioritaires que d'autres. Sur les équipements recevant du public, là, on a quand même besoin un peu des éléments, notamment sur la question sensible que vous posez tous des piscines. Ça, on s'en remet un peu aux recommandations sur les risques de contagion par l'eau. A priori, c'est plutôt faible, mais quand même, il faut voir. Sinon, ça sera à peu près certainement les mêmes consignes de distanciation physique. Si ce n'est pas par l'eau qu'on peut avoir des risques de contamination, donc il faudra bien qu'on regarde ça. Mais en tout cas, ce problème se posera sur tous les lieux pour la saison estivale. On y travaille déjà pas mal, avec vos remontées d'ailleurs, pour voir comment les offices de tourisme aussi se remettent à travailler sur la promotion. Mais derrière la promotion, pour vendre son territoire, il faut aussi réfléchir peut-être à des activités, comment on rentrera dans les musées, dans les cathédrales, dans les grands sites. Donc on a besoin, on sait qu'on devra quand même travailler. De toute façon, ça peut être anticipé avec des consignes de distance, de petits groupes, en essayant d'avoir des barrières. Donc peut-être qu'il faudra travailler avec des réservations, de manière à gérer les flux, les entrées dans les musées. Ça, on aura un petit peu de temps pour y travailler. Nous reviendrons sur ces sujets, notamment touristiques, très prochainement, certainement dans un webinaire dédié, une fois qu'on aura bien échangé aussi avec le secrétariat d'État. Ce qui est possible, en revanche, c'est que les vacances s'opèrent un peu les uns et les autres entre les retraités, les besoins de reconstruction. On aura peut-être un long turnover, donc une saison peut-être un peu plus longue. Il va y avoir certainement beaucoup d'envie de verdure. Donc certains territoires peuvent voir venir à eux des néo-touristes en quelque sorte, résidences secondaires. Donc il y a les sujets d'hygiène, de désinfection, même sur les plateformes Airbnb, sur les gîtes. Et puis bien organiser les flux.
les flux, ça peut être les amplitudes horaires, les horaires d'ouverture d'un certain nombre d'équipements. On reviendra vers vous sur ces sujets-là, mais c'est vrai qu'il faut certainement d'ores et déjà, en lien certainement avec les offices de tourisme, commencer à réfléchir à tout ce qui pourra être proposé cet été d'un point de vue sportif, d'un point de vue culturel, d'animation. Le ministre de la Culture, avec lequel il y a un sonde d'échange, a un peu dit, ça a été qu'il y aurait peut-être des mini-festivals, en tout cas des petites opérations culturelles, des apéros-concerts, des films en plein air, des choses qui seront peut-être possibles. Ça, on attend bien sûr que les doctrines se précisent au vu toujours. Pour ça qu'on ne peut pas toujours tout dire maintenant, au vu de l'état sanitaire et des risques de reprise ici ou là de la contagion. Bien sûr. Merci Nicolas. Sur certaines questions, je tiens à vous préciser que notre responsable des affaires juridiques et institutionnelles s'est glissé dans les questions-réponses. Vous avez donc pas mal de questions qui sont répondues dans les questions. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je remercie Simon Moreau. Est-ce qu'on aurait quelques retours d'expérience sur ce que vous êtes en train de faire ou quelques questions restantes? Sinon, je pense qu'on arrivera vers la fin. Mais voilà, Monsieur Klein, alors Monsieur le Président, je vous vois lever la main. Je vais vous permettre de parler. Logiquement, on ne bouge plus. Est-ce que je peux vous permettre? Oui, logiquement, on devrait vous entendre. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour, Monsieur Klein. Merci. Bonjour à tous. Oui, juste un retour sur les déchetteries, puisque voilà, j'ai une petite expérience d'une semaine. Donc, nous gérons, nous, sur notre territoire, 7 déchetteries. On a décidé une réouverture donc mercredi dernier, 3 jours par semaine, des journées entières sur 3 déchetteries, les plus importantes et géographiquement bien dispersées, avec des déchetteries qui ont la particularité d'avoir une entrée et une sortie distinctes des véhicules. Moi, j'avais d'abord suggéré de faire des rendez-vous, etc., sur rendez-vous, mais finalement, on s'est dit, oh, ça va être très compliqué. Et donc, nous avons communiqué pour une ouverture donc toute la journée, mais sur uniquement pour l'instant 2 flux, à savoir les déchets verts et les cartons. Parce que derrière, si vous n'avez pas les flux, enfin la reprise des matériaux et la gestion des matériaux, ce n'est pas la peine. Donc, on va progressivement rajouter, bien entendu, le tout venant, peut-être pas encore les déchets spéciaux, mais sans doute de plus en plus de flux possibles, de matériaux possibles. Alors, bien entendu, notamment sur la déchetterie sur la ville de Sarrebourg, là, on a eu le matin beaucoup de monde. Bon, finalement, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le regard de l'usager vis-à-vis du service public a profondément changé. On le voit au niveau des rippers, des éboueurs, avec des messages qu'ils ne voyaient pas avant, on le voit vis-à-vis des soignants, bien entendu, mais le service public aujourd'hui, il a toute son importance. Et les déchetteries en font partie. Et croyez-moi, même s'il y a eu de l'affluence avec une double file à un moment donné sur à peu près 150 mètres, il faisait beau, donc les gens pouvaient rester confinés dans le véhicule ou par la fenêtre converser. Et on acceptait 3 voitures par 3 voitures. On avait 3 bennes chaque fois de déchets verts, 3 bennes de carton qui étaient disposées. Et cela a duré 3 heures. Au bout de 3 heures, le flux a été tout à fait normal. Tout à fait normal. Donc, sur les autres déchetteries qui sont plus petites, eh bien là, tout s'est passé normalement. Et croyez-moi, c'est en tout cas le ressenti du personnel, une amabilité vraiment énorme vis-à-vis du personnel, de la convivialité et le plaisir de nouveau de voir rouvrir un service public, quel qu'il soit. Mais c'est très, très important. C'est un signal très fort de la collectivité pour l'usager qui se dit, ça y est, on commence à reprendre un peu pied et à rouvrir certains services. Donc, finalement, même sans organiser, sans vérifier les cartes d'identité, vous savez, le personnel, il connaît tout. Eh bien, ça a été, on a eu le soir un petit reporting avec la presse parce qu'ils voulaient en faire leur chou gras. On dit, ça va être le cirque, etc. Tout le monde, ils sont allés voir et finalement, ils se sont dit, oui, effectivement, c'était un grand succès. Donc, voilà le témoignage que j'ai apporté. Merci beaucoup, Monsieur Klein. C'est vrai que c'est positif que de voir le service public. Des chiffres, on a eu 300 personnes, 300 usagers, 350 sur Sarrebourg sur la première journée et 150 sur les autres. Et à peu près, on a dû faire 5000 tonnes de déchets verts, quand même. Quand même. Très bien, merci beaucoup. Nicolas, tu voulais réagir ou… Non, je voudrais bien
expliquer comment, en effet, on essaye d'avancer au jour le jour. Comment je répondre aussi au sujet budgétaire qu'a évoqué Régis tout à l'heure. On est bien conscient, et ça a été identifié, le recensement, un courrier de délégation d'élus sur, en effet, les pertes de recettes tarifaires, les inquiétudes que vous pouvez avoir et même qui reviennent avec qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis des entreprises, parce qu'entre les pertes de recettes d'un côté, les dépenses exceptionnelles, l'effet de ciseaux. Donc, on verra un peu les résultats des échanges avec Gérald Darmanin, qu'il y ait quand même un peu des sécurités, des rendez-vous de renégociation contractuelle. On ne peut pas mettre nos délégataires à genoux non plus. Mais comment se feront un peu les sorties de crise par rapport à toutes ces pertes de recettes diverses. Sur les transports, on le voit bien, il va y avoir des impacts sur le versement mobilité pour ceux qui le prélèvent, des pertes de recettes, etc. Donc on vous donnera dans les meilleurs délais toutes les informations que nous espérons un peu rassurantes pour à minimum amortir, que vous ayez quand même un peu de visibilité budgétaire. On va s'y employer pour que, d'abord réussir le déconfinement, refaire partir les services publics, redonner des offres, les recalibrer bien sûr, mais essayer d'assurer quand même cette reprise, ce redémarrage de l'activité, parce que sinon ça sera une spirale infernale. Donc les témoignages sur les déchetteries sont passionnants. On fera un petit peu des guides, des pratiques avec les différentes solutions qui sont mises en place pour, à dire ce qu'a dit Roland Klein à l'instant, pour bien réussir cette réouverture des services publics un par un. Donc, il y a beaucoup de questions qui vous ont été posées. Certaines, en effet, notre service juridique répond en temps réel. Les questions ne seront pas oubliées. On n'a pas des réponses à tout, on en est désolé. Puis, on n'a pas eu le temps de tout traiter en direct, mais on essaiera de trouver les réponses quand on les a. Et quand on ne les a pas, on dit qu'on ne les a pas, parce que ça ne dépend pas toujours de nous. Il y a eu des questions qui ont été traitées, évoquées aussi sur les circulations. Dans ce qu'a dit Régis, c'est très important. Ça, vous retrouverez dans les 10 pages que je vous recommande de lire du conseil scientifique, parce que sur beaucoup de choses, ça peut s'appliquer. Dans les entreprises ailleurs, de voir un petit peu les gestes barrières, les flux de circulation, les barrières séparatives, les visières qui peuvent être mises entre les salariés, de manière à travailler à cette réassurance. On voit bien qu'il va y avoir certainement, le scénario le plus crédible, c'est d'abord volontariat, on l'a vu dans les entreprises. Donc, c'est d'abord travailler par petits groupes, organiser les lieux, jouer sur les horaires, sur les rotations, un jour l'autre. Ça a été dit par Régis, et j'insiste aussi, ça nous l'avons fait remonter, c'est qu'on ne va pas organiser, et ça pose la question des repas pour les scolaires s'ils reprennent, on ne va pas organiser des allers-retours 8h le matin, midi, et donc il faudra quand même arriver à être cohérent et que ce ne soit pas des demi-journées. On ne sait pas encore si ça sera le même rythme s'ils rouvrent les écoles, si c'est plutôt une semaine sur l'autre ou un jour sur l'autre. On ne sait pas si ça sera une règle nationale ou une règle adaptable au plan local, mais en tout cas, il faut que ce soit quand même des journées complètes. Alors, sur les consignes transport, oui, certains envisagent de rouvrir les portes avant. La billettique, je pense que là, parce qu'on a quand même des sujets sensibles avec les organisations syndicales, il ne faudrait pas qu'on retrouve un vent de droit de retrait. Pour le moment, le service public a été mobilisé, même s'il y a eu parfois des appels au droit de retrait, etc. Il faudra qu'on fasse attention quand même collectivement à ce qui n'est pas tout d'un coup, si on abaisse un certain nombre de consignes qui ont été respectées pendant le confinement, qui est tout d'un coup à nouveau des craintes des chauffeurs, de même sur les déchets, il y a eu un certain nombre de consignes bien respectées qui ont permis à nos salariés, nos agents d'avoir confiance. Donc il faut absolument garder cette confiance aussi des agents, cela va de soi. Merci beaucoup. Alors, si on a quelques derniers... Non, pas de dernier levage de main. Je vous propose qu'on en termine de cette web rencontre avec quelques rappels tout de même qu'on a pu faire ici. Il vous reste cette semaine une deuxième web rencontre qui sera consacrée à l'économie et plus précisément aux mesures d'accompagnement aux entreprises que vous pouvez mettre en place dans les intercommunalités. On a eu beaucoup de questions là-dessus et on en a par mail également, donc n'hésitez pas à participer demain matin. Elle sera en replay quelques heures plus tard également.
La semaine prochaine, vous aurez d'autres web rencontres qui sont prévues. Je vous propose de vous envoyer un message avec la présentation d'aujourd'hui et le lien vers le replay dans lequel on vous donnera les prochains liens d'inscription. Il sera évidemment question de parler de RH et d'organisation interne comme cela a pu être évoqué par nos participants aujourd'hui, mais aussi de reprise économique, de tourisme. On aura divers thèmes à aborder. Voilà, je vous rappelle donc que la web rencontre sera en replay probablement dès aujourd'hui sur le site de la DCF et nous restons à disposition par mail ou par tous les moyens techniques qu'on pourra trouver sur vos questions sur la reprise. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup.